Et salut, c'est Fred, Indécent Podcast. Et bienvenue dans ce petit entretien, ce petite interview, comme vous le voudrez, qui va suivre. Sans plus attendre, je fais venir mon comparse de toujours, notre cher Antoine, que voici. Salut Antoine, comment Salutations. vas-tu? Ben ça va très bien, très, très bien en ce moment là où on tourne, c'est le week-end, je suis heureux, la vie est Oui, belle. Il fait beau, il fait très, très beau. oui. Alors moi, je parlerai pas du temps ici, parce que sinon on en a pour 2 heures de récrimination contre le temps en Moselle, qui est toujours tout pourri. Mais peu importe. Donc, je pense que vous le voyez au petit fond d'écran qui est derrière nous. Mmh mh. On va accueillir sans plus attendre notre invité, à savoir Monsieur François Barranger. Bonsoir, François. Hello, salut Fred, Salutations. salut Antoine. Bah, alors déjà, premièrement, avant de commencer, quoi que ce soit, bah, on te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation d'enregistrer cette petite discussion sur, ton parcours, ton travail d'illustrateur, ton travail, d'écrivain aussi et bah, voilà, un petit peu de tout ça. Donc, bah, je te Pas de souci. propose que, bah, sans plus attendre, on peut commencer déjà avec la toute première question, j'allais dire une des plus classiques, hein, c'est, celle de savoir, bah, qui tu es et surtout ton parcours. Parce que je me suis permis d'aller voir un petit peu ta bio. Je te connaissais en tant qu'illustrateur et auteur, mais alors il y avait des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc je te laisse un petit peu parler de tout ça si tu veux bien, dans un premier temps. Oh bon, en général, je fais assez court parce que sinon, on en a pour, longtemps vu que j'ai eu pas mal de bifurcations, dans ma carrière, donc ça pourrait prendre longtemps si je parlais de tout. Mmh. En gros, moi j'ai une formation, classique de dessinateur, illustrateur, heu, avant l'arrivée du numérique, donc c'était traditionnel à l'époque, Ouais. puisque j'ai fait mes études d'art, en gros, au début des années 90. Et après j'ai fait pas mal de métiers, divers et variés qui tournaient toujours autour de l'image, bien sûr. J'ai, essayé aussi, quelques petites pistes, un peu atypiques comme la réalisation. Donc j'ai fait, Mmh. quelques courts métrages de films d'animation. Heu, Ensuite, après avoir fait pas mal de temps dans le jeu vidéo, un peu dans le multimédia aussi. Mmh. J'ai fini par me stabiliser pour de bon dans l'illustration pure et dure en devenant un concept artiste. Donc ça, c'était au début des années 2000 pour faire simple Mmh. et plutôt 2005 même et donc en gros, j'ai fait ça une quinzaine d'années et vraiment à fond. Là, pour le coup, j'ai fait que ça et petit à petit, j'ai embrayé sur comme j'avais très envie de raconter des histoires, j'ai embrayé sur l'écriture de romans, donc qui est mon premier roman, Dominium Mundi, un roman de science-fiction est sorti, il y a 10 ans maintenant, presque pile. C'était en octobre, 2013, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Mmh. Et 5 ans plus tard, non, 4 ans plus tard, j'ai réalisé un vieux rêve qui me tenait à cœur, c'est, réaliser des versions illustrées des, histoires de Lovecraft. Et donc Mmh. j'ai commencé en publiant en 2017, L'Appel de Cthulhu illustré et donc maintenant je fais plus que ça. D'un côté, produire des livres illustrés sur Lovecraft et de l'autre côté, produire des romans, heu, qui n'ont rien à voir avec Lovecraft. Ou peu à Oui. voir, parfois un petit peu. Ouais, un petit peu ouais, effectivement, pour quelques-uns, bon, on en reparlera. Bah, du coup, je me permets de rebondir sur une petite question, même si voilà, c'est un petit préambule, c'est, comment tu as vécu justement ce passage au digital dans les écoles d'art? Première petite question donc. Eh bien, en fait, moi, j'ai pas le sentiment d'être passé au digital parce que j'ai Mmh. toujours adoré les ordinateurs depuis que j'étais gamin. Je sais pas pourquoi ça m'attirait énormément, ça me fascinait même à une époque où c'était encore des ordinateurs, très rudimentaires, hein, parce que le premier que j'ai eu, moi, c'était un Amstrad CPC Bienvenue 664, donc bienvenue au club. vraiment un vieux machin Mmh. et moi, ça m'attirait, énormément, quoi. Donc quand j'étais à l'école d'art, à l'époque, j'avais un Amiga 500. C'est bien, Donc sur bravo. l'Amiga 500, c'était déjà, graphiquement très performant, mais évidemment, on pouvait pas vraiment dessiner dessus. On pouvait faire du pixel art à la souris et puis ça s'arrête là, Mmh. quoi. Mais 4096 couleurs quand même. ah oui, 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 non, Mmh. même plus que ça, je me non? Ah le mode Peut-être HAL, 1300, c'était peut-être 1300, 4096, ouais, ouais, ouais. C'était ouais. OCP je crois, hein, le ou je sais plus comment Ouais. s'appelait le logiciel. Bon bref, Ah non, moi j'ai j'avais non, un peu travaillé c'était aussi, hein. Deluxe Paint, je crois. C'était C'est déjà Deluxe Paint Deluxe sur Paint. Amiga et OCP Ouais, c'était Amstrad. ouais C'est pour ça. et j'ai même fait mes premières armes en 3D, en images de synthèse, sur Amiga aussi, avec, je suis pas complètement sûr du nom, mais je crois que c'était Sculpt 4D, un truc comme ça Ouais, ça me et parle.
Et vraiment, c'était incroyable à l'époque, hein, c'était la préhistoire, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait 48 heures pour rendre une image de 100 pixels par 50 pixels, quoi. Mmh. Mais c'était extraordinaire, quoi, pour l'époque. Et donc moi, j'étais déjà à fond là-dedans. Moi, j'étais prêt. J'attendais que ça, quoi. Même si j'adore le tradi, c'est Mmh. comme ça que j'ai appris, c'est le tradi. J'étais quand même prêt pour basculer en numérique. Donc à l'école, proprement parler, pour répondre à ta question, quand j'y Mmh. étais, personne comprenait ce que c'était, en fait, quoi. Après, on était quelques-uns à se passionner pour ça, mais les autres, les élèves, déjà, ça les intéressait pas beaucoup, et les profs, je te parle même pas, quoi. Ça leur passait complètement au-dessus de la tête. Et il y avait quelques Mac plus, et, Mmh. euh, et puis c'est tout, quoi. Avec le soft de l'époque, je sais plus ce que c'était, l'équivalent de Paint. Et donc c'était très rudimentaire. Et donc, pour moi, c'était séparé. J'adorais faire des images sur ordinateur avec les outils de l'époque, mais ça me venait pas l'idée de dessiner sur Mmh. ordinateur. Et puis, alors j'aurais du mal à dire quand c'était exactement, mais au milieu des années 90, j'ai vu les premières Wacom. Ouais. Et après un petit temps où les premières versions étaient pas très convaincantes, j'ai fini quand même par basculer dessus. Et j'ai mis un petit moment à m'habituer correctement, parce qu'il y avait quand même une différence fondamentale, c'est que quand tu dessines, tu regardes là où tu dessines. Tu regardes là où Oui. il y a ta main. Tandis que là, pas du Et tout et quand puis, en plus, il y a tu une latence. non, non, la latence, non, quand même sur les Wacom, faut l'avoir, Ouais, hein. ça allait? Mais par D'accord. contre, quand tu dessines en tradi, tu regardes là où tu dessines, et quand tu Mmh. dessines sur une tablette, tu as la main qui est en bas et toi, tu regardes sur ton écran. Et donc ça, c'est au début, c'est assez déstabilisant. Puis aussi le fait de ne pas pouvoir déplacer quand tu dessines, tu déplaces tout le temps ta feuille. Tu la Mmh. tournes pour pas avoir à tourner le bras. C'est une espèce de... Tu réfléchis même pas quand tu le fais. Avec une Wacom, tu peux pas le faire. Et donc pendant un certain temps, je pensais que j'y arriverais pas, quoi. Puis finalement, je me suis fait, et maintenant, c'est le contraire. Maintenant, j'arrive plus à repasser dans l'autre sens. C'est-à-dire dessiner en tradi, pour moi, c'est contraignant. Ah. Mmh. Ça me pose problème. Maintenant, voir ma main devant le dessin, qui cache une partie du dessin, ça m'agace, ça me gêne. J'ai tellement pris le pli d'être en numérique que je peux pas revenir en arrière, quand même. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. En fait, il n'y a pas eu une rupture d'un coup. D'accord. Bon, juste comme ça pour, anecdote rapide, parce que j'aime bien la ressortir régulièrement celle-là, je suis un peu radoteur par moment. C'est faut ça pour ceux qui ont connu la série, Babylon 5, un peu ma série préférée, il faut savoir que tous les effets spéciaux 3D ont été faits sur Amiga. Bon, c'était pas les Amiga C'était 500, on est sur... d'accord? Ouais, non, comment il s'appelait ce logiciel Oh, alors là, Light quelque chose, là. On en parlait beaucoup à l'époque, et il a disparu, ce logiciel. Un logiciel de 3D qui avait réussi je l'ai plus. qui était semi-amateur et qui avait réussi à percer dans certains films, dont Babylon Mmh, 5. ouais. J'avoue que le nom m'échappe. Mais à l'époque, il Oh était vachement connu. on le retrouvera, on le mettra en SR. Ouais. On est comme ça. Ah. Ouais, donc voilà, c'est vrai que moi, je me souviens effectivement, alors je sais pas pour toi si tu as connu, mais le vieux magazine, Tilt, où tu avais Bien sûr. régulièrement les illustrations où tu voyais l'évolution au fur et à mesure des années 80-90 avec le pixel art et après la 3D qui est arrivée au fur et à mesure, quoi. Moi, je suis encore plus vieux, j'ai connu Hebdogiciel. Oui, j'ai connu aussi, Hebdogiciel. merci. Ah, t'as connu aussi, Ah d'accord. bah oui, 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 oui. J'ai pas connu moi. Hebdogiciel, Hebdogiciel, oui. j'en ai conservé quelques-uns, c'était Mmh. extraordinaire, hein. C'était Oui, quelque parce que chose, ce les truc. anciens logiciels ont fini à Micronews en plus après, je crois, de mémoire, enfin, quelque chose comme ça. Ah, ça, je saurais pas te dire ça. Ouais, 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 ouais. J'ai un peu lu la presse vidéoludique, on va dire. Mais c'est vrai il y avait beaucoup d'illustrations faites sur ordi, puis on a vu cette évolution se faire au fur et à mesure. Alors, je reviens effectivement sur cette activité de concept artiste hein, qu'on a découvert, hein, Antoine et moi, en parcourant un petit peu. Et on a vu que tu avais fait pas mal de jeux vidéo et de films, dont une participation sur le film de Christophe Gans, ça c'est La Belle et la Bête. Mmh. Bah, écoute, si tu peux nous en parler un petit peu, rapidement. Bah, écoute, le concept art, c'est très simple, c'est heu, faire des illustrations pour la préparation d'un film ou d'un jeu vidéo. Mmh. Des illustrations donc préparatoires, et c'est pour ça qu'on appelle ça concept art, Mmh. c'est la conception, en fait. C'est le moment où on imagine ce que sera le film ou le jeu vidéo, et c'est très utile dans les œuvres, de genre. C'est sûr que dans une œuvre réaliste, c'est pas hyper important,
Un film qui va se Mmh. passer dans les rues de Paris, on n'a pas besoin de concept artiste. Par contre, un film qui va se passer sur une, je sais pas moi, une base sur la Lune, en 2100, bah, comme ça n'existe pas, il faut l'imaginer. Donc c'est là que les concept artistes et les designers interviennent Mmh. et donc en général, on arrive au début d'une production, au moment où le réalisateur est encore en train de travailler sur le scénario et parfois quelques éléments, essentiels de l'équipe commencent à se former, donc le directeur photo, le chef déco, des gens comme ça, le responsable des costumes, qui commencent à arriver. Donc en gros, il y a, souvent une équipe de 7-8 personnes, qui commencent à réfléchir sur le film et donc il s'agit pour le concept artiste d'essayer de rentrer dans la tête du réalisateur et donc de beaucoup parler avec lui et de donner vie visuellement, aux idées qu'il a et que lui seul visualise pour l'instant. Pour permettre aux J'imagine. autres Ouais. intervenants de commencer à travailler dessus plus sérieusement et parfois même pour, chercher des fonds. Donc Mmh. sur un film complètement imaginaire comme par Mmh. exemple tu viens de parler de La Belle et la Bête, bon bah, il y a plein de choses qui sont difficiles à se représenter. Quand tu veux vendre ton film à un financier, tu vas lui dire: «Ce sera comme ci, ce sera comme ça». Bon, le type, il est pas forcément capable de se représenter. Donc si tu as des concept art à montrer, c'est bien aussi. Donc ça sert pour la conception, ça sert éventuellement pour chercher des fonds et parfois ça sert même sur le plateau pour montrer aux acteurs ce qu'ils sont censés voir, puisque c'est des trucs qui sont faits en Fond vert, ouais. post-production après, en Ouais. trucage et très souvent, enfin même, à chaque fois, ça sert en post-production pour réaliser les trucages. On dit: «Bah, voilà, il faut que ça ressemble à ça». Donc c'est quand même une étape assez importante en début de production. D'accord et bah, alors j'imagine qu'il doit y avoir quand même, des dizaines, voire alors peut-être pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines, d'esquisses, de croquis, même si c'est numérique, hein, avant d'arriver à capter, ce que veut un réalisateur ou des discussions de nombreuses réunions, quoi. Oui, oui, ça il peut y en avoir beaucoup. Ça dépend de la production, ça dépend du temps Mmh. qu'on a, ça dépend du degré de finition que demande Mmh. le client, c'est pas forcément le réal, hein, ça peut être le producteur ou le Mmh. directeur artistique. Et donc s'il veut, parfois il préfère avoir peu d'images mais très poussées, très Mmh. très belles, pour pouvoir justement les montrer par exemple pour chercher des fonds. Mmh. Et Oui. puis parfois c'est le contraire, on préfère avoir, beaucoup, beaucoup d'images, pas forcément très détaillées, pas forcément même très belles, ça a pas forcément besoin d'être beau un concept art, ça a besoin de montrer ce qu'on veut faire. Ouais. Et donc s'il y a un énorme besoin de design, beaucoup, beaucoup de choses à inventer, parfois on va pas faire des choses, très, très belles en concept art. C'est ceux que je ne montrerai pas moi après sur internet ou dans un artbook, mais qui vont être, qui peuvent être utiles, en production, quoi. Ouais, j'allais dire tout aussi Ça important dépend en fait. si ce n'est plus, quoi. Ouais, ça dépend de la commande. Bah, ça renvoie un peu alors c'est, je renverrai à une autre vidéo, on mettra le lien dans la description, une vidéo sur Blade Runner qu'on avait faite, où on rappelle le rôle, excessivement important de Sid Mead, hein, dans la conception du film lui-même, avec les échanges avec Ridley Scott et ça se rapproche, C'est enfin, une légende. ça se rapproche. C'est C'est le mythe, c'est la en légende. ouais, clairement. Donc c'est en lien complet avec, cette activité que tu as eue. Tu le fais plus du tout du coup maintenant ça? Ou, tu as quand même Non, non, peut-être j'ai encore des envies? complètement Non? arrêté, Ouais. même si j'adorais ça, parce qu'on peut pas tout faire. Donc ça me prend déjà énormément de temps de faire les Lovecraft illustrés et d'écrire des Mmh. romans en même Mmh. temps. Donc faire du concept art, c'est pas possible. Le concept art, c'est très chronophage Mmh. et c'est très énergivore. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'investissement, parce qu'il faut aller vite en général, Ouais. et donc faut être bien concentré et il faut vraiment chercher au fond de soi, énormément d'idées créatives, faut que ça fuse en gros, quoi. Mmh. Donc c'est un travail qui est usant, quoi, qui est fatigant. Donc faire ça en parallèle de projets personnels, c'est très compliqué, hein. D'accord. D'ailleurs, là, tu parlais de faut aller vite. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du temps que ça prend, par exemple, pour faire un concept art, détaillé pour les gens qui connaissent pas du tout ce milieu-là? Il y a pas de règle. C'est, Pas de règle? le minimum pour ce qu'on appelle un speed painting, c'est-à-dire Mmh. une esquisse très poussée en couleur. Le minimum, ça va être, quand même, une journée, quoi. Des fois, on peut en faire 2 dans la journée s'ils sont pas trop compliqués, mais en Mmh. dessous, c'est quand même compliqué. Et si on veut faire un concept, assez, chiadé, moi, il me faut 3-4 jours. Après, ça dépend des artistes. Mmh. En gros, un par semaine, quoi, voilà, pour faire simple. OK, oui. Et si c'est quelque chose de très poussé, très compliqué, avec une grande définition, beaucoup de détails,
beaucoup de design aussi, des choses qu'il faut inventer, pas seulement réaliser, pas seulement dessiner, il faut aussi les inventer. Parfois, ça peut être énorme. On peut se retrouver avec 15 jours, 3 semaines sur une image, c'est tout à fait possible, hein. Ok, Mais la donc, moyenne, c'est, on va dire 4 jours, voilà, pour faire 4 simple. jours, 4 jours, Ouais, oui, ok. ça reste conséquent. Voilà. Ouais. Parce qu'on rappelle que du coup, les vidéos, quand vous tapez speed painting sur YouTube, les artistes le disent bien, c'est des vidéos accélérées. C'est pas le vrai Bien travail. sûr. Ça se fait pas en 1 heure. On est d'accord. Après, ça dépend complètement des artistes, hein. Il y a des Ouais. gens dont le style leur permet D'aller d'aller très vite. vite. Voilà. Et puis d'autres qui vont encore plus lentement que moi. Bon, je suis dans la moyenne. Voilà, je suis ni le plus rapide ni le plus lent. Du coup, ça nous permet d'avoir une petite transition sur le fait d'être passé en concept art à l'illustration. Et je passe le témoin à Antoine. Voilà. Parce qu'on a parlé d'illustration, un des travaux sur lesquels tu es très connu, en tout cas, déjà beaucoup pour le public déjà qui nous suit, c'est tes illustrations sur les romans de Lovecraft. Comment tu arrives à représenter des idées, des bestioles qui sont par définition normalement indescriptibles, indicibles, bref, insérer tous les adjectifs Lovecraftiens avec cible dedans. C'est Voilà. oui, c'est une question qu'on pose souvent parce qu'elle voilà. elle est logique. comment- Quand on connaît un peu l'œuvre de Lovecraft, c'est vrai que ça saute tout de suite à l'esprit. On considère en général Lovecraft comme étant il est souvent défini comme étant l'auteur de l'indicible, de l'indescriptible, Mhm. parce que c'est vrai qu'il passe son temps à le dire, mais en fait, c'est pas parce qu'il passait son temps à le dire que c'est vrai. Moi, je considère que c'est un peu un cliché, heu, mais un cliché tout à fait légitime, hein. Il est compréhensible, ce cliché, parce qu'en fait, quand on lit Lovecraft concrètement, il décrit énormément. Donc c'est une posture d'écrivain, c'est un effet stylistique pur et simple, de dire: «Ce que voit mon personnage, c'est indescriptible». Voilà, c'est tellement horrible que les mots ne peuvent pas le décrire. Mais on sait très bien qu'en stylistique, quand on commence à dire qu'une chose est indescriptible, on a déjà commencé à la décrire. Donc c'est juste un effet de style. Bon, et chez Lovecraft, moi j'ai coutume de dire qu'il y a 2 branches. Parce que son œuvre est pas très grande, donc c'est pas très difficile de faire le tri. Il y a en gros les nouvelles, assez courtes, qui elles sont effectivement, très mystérieuses, plutôt dans l'évocation et dans le poétique et assez peu dans la description, tout simplement parce qu'elles sont courtes, donc il y avait pas le On temps. pense à Dagon, par exemple. Oui, oh Dagon, c'est pas la pire dans le genre, hein, Ouais. mais il y en a où vraiment là, on saurait pas quoi dessiner, quoi. Et à l'inverse, il y a les nouvelles plus longues, plus connus aussi, plus épiques, qui ressemblent presque à des romans d'aventure, et qui là sont, très descriptives, parfois trop. Les Montagnes hallucinées, Ah oui, la description des Je choses sais très que anciennes, j'aime ce c'est récit, mais ce ah oui. n'est que de la description. Les Ouais. Montagnes hallucinées, c'est littéralement que de la description. C'est 2 types qui se baladent dans des ruines et qui racontent ce qu'ils voient, voilà. Donc pour un illustrateur, c'est pas un problème du tout d'illustrer ça. Donc pour moi, c'est un faux problème, le coup de Lovecraft et de l'indicible. C'est en fait, quand on regarde clairement, concrètement, phrase après phrase, ces nouvelles, on trouve largement de quoi illustrer, sans problème. Même dans l'Appel de Cthulhu, d'ailleurs, qui est la plus connue, il y a la description de Cthulhu avec la rencontre avec le bateau, etc., hein. De mémoire, ça y est dedans, Bien hein. sûr, bien sûr. Oui, c'est assez bien décrit, c'est vrai. Mm. Du coup, tu nous as parlé justement tout à l'heure que tu préférais, toi, le dessin, maintenant tu le faisais plus en virtuel que traditionnel, mais pour des illustrations comme celle-ci, par exemple sur les Lovecraftiens, il y a une technique que tu préfères, c'est un mélange de tout, tu t'y prends comment? Tout dépend du résultat que j'ai besoin d'obtenir. Mmh. Parfois, c'est 100 Photoshop. Mmh. Je commence mon croquis dans Photoshop, je monte l'image petit à petit et je la termine dans Photoshop, point barre. C'est même la plupart du temps. Parfois, je vais avoir besoin d'un peu de 3D, notamment dès qu'il commence à y avoir de l'architecture un peu complexe. Mmh. Je vais faire des bases 3D relativement simplifiées, sous une vieille version de 3ds Max qui traîne encore chez moi et qui va me permettre d'appuyer ma perspective, de plaquer quelques textures, mais c'est vraiment très sommaire, hein, c'est repeint par-dessus. On voit jamais la 3D dans l'image finie, ce serait horrible, quoi. Horrible par rapport à ce que je fais en 3D moi, hein, parce que la 3D peut être très belle. Et parfois je fais même de la 3D en réalité virtuelle, puisque j'ai jamais réussi à me mettre à ZBrush, ça m'a toujours, rebuté ce logiciel et il y a un équivalent très simplifié sur,
en réalité virtuelle qui s'appelle Medium. Mmh. Ça a changé de nom récemment, parce que ça a été racheté par Adobe. Je crois que c'est Adobe Medium, d'ailleurs. Ça n'a pas vraiment changé de nom. Qui est une sorte de ZBrush très très simplifié et qui, moi, me permet de faire ce qu'on appelle du block-out, c'est-à-dire de la 3D très rapide et très simple, en peu de temps, sur soit des créatures, soit des architectures, notamment pour les architectures en ruine. Donc celles qui sont plus proches de l'organique que de l'archi classique, où tout va être régulier, bien aligné. Non, en ruine, au contraire, on a besoin que tout soit abîmé, pas aligné. Donc là, avoir un logiciel un peu dans le style ZBrush qui permet de manipuler rapidement des éléments, c'est assez pratique. Donc ça, je m'en sers pas mal. Et parfois, plus rarement maintenant, je le faisais pas mal au début, moins maintenant que je peux modéliser en VR, justement, je faisais des sculptures en plasticine. La plasticine, c'est une pâte à modeler professionnelle qui est utilisée par notamment je vais y arriver, les designers de créatures en effets spéciaux, qui permet de faire des sculptures très précises, et c'est un matériau qui est très souple d'utilisation, qui est très très pratique. Et donc ce que je faisais en 3D, je le faisais en plasticine. Donc j'allais très très vite pour faire notamment les créatures assez simplifiées. Après, je cherchais des angles en photo, je cherchais des lumières, et ça me permettait de gagner beaucoup de temps pour avancer dans l'image. Donc c'est vraiment une technique qui s'adapte, une technique mixte, qui s'adapte en fonction de chaque image. Et avant de passer au reste des questions sur l'illustration, parce que ça a été édité chez Brajlon, comment s'est faite la rencontre avec Brajlon, justement? C'était une commande ou c'était un démarchage? Pas du Comment ça tout. s'est passé? Ah non, non, c'est un projet que je portais depuis D'accord. longtemps. Que tu as Et soumis, quoi. voilà, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'ai fait un dossier pour les éditeurs avec une dizaine de planches, en gros. Mmh. Et les premiers éditeurs m'ont refusé pour la raison complètement aberrante pour moi que Lovecraft, c'est un marché de niche, que ça intéresse très peu de gens. Mmh. Et en gros, c'était des gens de ma génération et qui avaient connu Lovecraft au début, dans les années 80-90, Mmh. et ils étaient restés sur l'idée que c'était un truc underground, Lovecraft. Que Ah c'était oui, un truc pour les joueurs de jeux de rôle dans leur cave, et puis c'est tout. ouais. Ils Et ont ils se raté sont un pas truc rendus là. compte que voilà, ils se sont pas rendus compte qu'entre-temps, c'est devenu de la pop culture. Ah oui. Cthulhu, tout le monde connaît, Lovecraft, le nom est peut-être moins connu, mais l'univers de Lovecraft est très connu. Mmh. Et donc j'ai fini par en parler à Stéphane Marsan, le patron de Brajlon, parce qu'à Mmh. l'époque, on était en discussion pour publier L'Effet Domino, mon deuxième roman. Et Stéphane Marsan, lui, il vendait beaucoup de Lovecraft chez Brajlon. Oui. Et il savait, lui, que ça marchait très bien. Donc quand il a vu le projet, il a dit « Ok, banco, tout de suite. Mmh. Ta carte blanche, on le fait, il n'y a pas de problème. Mmh. On Donc voilà rappelle comment qu'à ça s'est fait, quoi. on rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, Brajlon était en collaboration avec les Éditions Sans Détour, qui éditaient la V6 de l'Appel de Cthulhu. Et il y avait eu donc le retour, il y avait Ouais, une nouvelle traduction, hein, je crois, hein, des nouvelles de Lovecraft, Oui. chez Brajlon. absolument. Je te laisse continuer, mon cher Antoine. Bon. Bah, du coup, plus récemment, hein, dans le milieu de l'illustration, il y a un sujet qui fâche un petit peu, je sais, on en parle souvent, c'est c'est le rapport entre les illustrateurs et les algorithmes de dessin type Midjourney, ce genre de choses. On a vu pulluler littéralement ces 3-4 derniers mois sur les réseaux sociaux. Et oui. Voilà. Donc, nous, on va pas le cacher, hein, moi et Fred, Mmh. on n'est pas très fan de ce truc-là, pour rester très poli, hein, voilà. Ouais, pour plusieurs raisons, en fait. Plusieurs raisons, hein, aussi bien le machin, mais c'est surtout parce que d'un point de vue moral, c'est très discutable, hein, pour nous. Ouais, et On va rester juridique, on va c'est, pour voilà. juridique, qui est ma formation de base, c'est totalement du vol et du pillage, au sens du droit Ce d'auteur. qu'on appelle de la contrefaçon. Exactement. Oui, voilà, Donc, clairement. c'est déjà la base. En français, Après, du vol. voilà, on va pas discuter de la notion de beau, de savoir si on trouve ça Non, sympa ou pas à regarder. Il faut reconnaître que les algos font des progrès assez démentiels, hein, c'est clair, mais c'est des algos qui sont basés sur du vol. Alors on sait que tu es, sur les réseaux, que tu es un peu à l'avant-garde, de mettre ça en avant justement, mmh. que c'est un danger pour les créateurs, hein, clairement. Donc bah, voilà, juste pour nous refaire un petit point sur ta position là-dessus. Bah, écoute, je vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'il y en aurait Mmh. faudrait toute l'interview pour ça. Ouais, je pense. Euh, D'ailleurs, les gens qui veulent connaître ma position détaillée sur ces questions, j'ai publié une première tribune dans Numérama Mmh. fin d'année dernière.
Et après, je l'ai updaté, upgradé. J'ai fait, on peut trouver facilement sur mes profils de réseaux sociaux, c'est à date de début de l'année. Ouais, on J'ai mettra les fait liens. voilà, un balayage en 10 points enfin en 10 pages plutôt que 10 points, de tous les problèmes que ça pose. Parce que ça pose des problèmes à tous les niveaux, hein, philosophiques, économiques, juridiques, moraux, artistiques, enfin tout ce que sociétaux. Ça pose énormément de questions. Mmh. Le débat est souvent biaisé parce qu'il est soit mené par des gens qui sont de parti pris parce qu'ils trouvent que c'est génial et que c'est une innovation incroyable et qu'ils comprennent pas qu'on gueule là-dessus Mmh. et qui, du coup, tout de suite traitent ceux qui sont contre ça d'anti-progrès, d'anti-innovation. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, c'est tellement Mmh. idiot que c'est. Allez lire ce que j'ai écrit là-dessus, ce sera plus simple. Mmh. J'ai eu droit à du vieux Euh, réac, hein. Ça va. oui, bien sûr, le coup du boomer, tout ce qu'on veut, etc. Enfin bon, hein. Je suis d'ailleurs souvent, parfois les bras m'en tombent parce que je peux comprendre qu'on se pose des questions et qu'on soit parfois dans la contradiction même, quand c'est argumenté, ça me pose pas de Mmh. problème. Et parfois j'ai eu aussi, je vais pas dire des échanges parce que je réponds même pas dans ce cas-là, mais des commentaires où j'étais étonné de voir qu'il y a une partie des gens, je pense très minoritaire, mais qui existe quand même, qui haïssent les artistes, qui les détestent. Et ça j'avoue que ça m'a stupéfait. C'est-à-dire, Mmh. je sais très bien qu'il y a des gens qui détestent, les hommes politiques, qui détestent les journalistes et cetera, pour des raisons, folles bien sûr, hein, mais ça je Mmh. le sais. Mais des gens qui détestent les artistes, ça j'avoue que j'étais pas prêt pour ça. Et au nom de quoi? Au nom de: «Ah vous avez de la chance, vous avez du talent, vous êtes des privilégiés, vous nous faites chier, enfin Mmh avec mh. les IA, on peut se passer de vous». Ah ouais, Et quand même, à ce point-là. Ça, oui, j'avoue oui, que ah je l'avais bah, pas C'est vu ça. violent, ça là. c'est pas Ah ouais? ah je l'ai vu plein de fois. Et bande de privilégiés, enfin je te fais la version, aimable, hein, parce que c'était Oui, Ah quand oui. oui. même, tu vois c'était le niveau d'argumentaire d'un complotiste, hein, avec le même C'est vocabulaire et cetera. les Et crypto-bros là, donc comme on les appelle. ouais, et donc ça j'avoue que ça m'a vraiment, j'ai du mal à comprendre quoi. Heu, dans la tête de ces gens, on est une espèce d'élite qui s'empiffre, qui gagne vachement d'argent comme si on était, Jeff Bezos quoi, tu vois? Et qui du Ouais. coup essaie de défendre un privilège. Ah les IA permettent de faire ce que nous on fait, c'est pour eux, c'est comme si on disait, Mmh. «Ah non, ils vont prendre notre argent». Non, c'est pas Mmh. ça la question. Ah La non, question, carrément pas, ouais. elle est plus compliquée que ça. Mmh. Et les points, qui nous font réagir le plus, nous les artistes, c'est qu'on prend notre travail, sans nous demander l'autorisation ni notre avis bien sûr, Ni pour rémunération. gagner de l'argent. Mmh. Ces entreprises le font pour gagner de l'argent, hein. Mmh. Au début, il y avait une espèce de bullshit, informationnel, de oui, c'est une expérience, c'est, scientifique, c'est à but non lucratif. Tu parles, Bah, c'est on a le même Midjourney, av c'est pour faire de l'argent, hein. ouais, Voilà, voilà, on a c'est le pas même des avec, philanthropes. on a la même chose avec ChatGPT maintenant pour l'écriture, hein. C'est exactement Où pareil. certains C'est de pensent la que c'est de l'expérimentation, mais non, pas du tout. Mais bien sûr, c'est la même mafia, c'est des gens qui essayent de mettre un pied dans la porte et une fois qu'ils sont à l'intérieur, on peut plus les enlever. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer à mon avis malheureusement. Mais donc nous, heu, nous les artistes, le 1er truc qui nous révolte, c'est ça. C'est, «Attendez, si tu veux utiliser mon travail, que ce soit pour faire de l'argent ou pas d'ailleurs, c'est pas la question, Mmh. je suis désolé, il faut me demander mon avis, sinon il y a un Ouais. petit problème». Et Bah, pour ça info c'est le d'ailleurs, 1er point. ouais, pour Ouais, info d'ailleurs, j'en profite, hein, le fond d'écran que vous voyez là, ouais, derrière nous, qui est le travail de François, on lui a demandé son autorisation avant de le mettre et ça ouais, devrait être la base pour tout à chaque fois. Enfin, je pense que c'est ouais. toujours important de le rappeler, ne serait-ce parce que comme je te disais, j'ai une formation de juriste en droit d'auteur à la base et dans les chez les maisons d'édition, on a les sessions acquisition, on a régulièrement des questions de gens qui sont quand même un petit peu informés en tout cas et qui demandent des autorisations et je pense qu'avec ces outils-là, on l'oublie aussi. Pareil Oui, pour je les suis toujours musiques libre étonné, droit, il faut toujours citer, ce qui est un peu normal quand même, quoi. bien sûr. Moi, je suis toujours étonné de la méconnaissance, du grand public de ce qu'est le droit d'auteur, qui est, en général vu comme enfin, pas en général, souvent vu comme une espèce de privilège. Voilà, c'est un truc, Mmh. exorbitant, alors que non, c'est juste le mode de rémunération d'un artiste, c'est tout. Ah oui, C'est comme c'est si je qu'on disais: mmh, «Comment ça un salarié touche à un salaire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ce privilège?» Bah non, quand on travaille,
C'est les on gens a qui une savent pas qu'avant, rémunération. avant les artistes vivaient de mécénat, enfin de ce qu'on voulait bien leur Voilà, donner et le droit il y d'auteur a a un changé ça, artiste, par quoi. définition, ne peut pas avoir de Mmh. salaire. Donc, Oui. enfin, il y a des exceptions, mais c'est rare. Et donc on est rémunéré sur le fait de vendre, non pas nos œuvres, mais le droit d'utilisation de nos œuvres. Voilà. Donc moi, quand je fais une image, je cède le droit d'utilisation, par exemple, à Brajlon, qui a le droit d'en faire un livre, Mmh. de le publier, et qui, en contrepartie de ce droit, me reverse une partie des ventes. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Et si ça n'existait pas, eh ben, tous les gens qui trouvent que c'est un privilège exorbitant, mais qui sont très contents d'avoir un joli bouquin illustré, ben, ils ne l'auraient pas. Donc il faut bien comprendre que le droit d'auteur, c'est juste une façon de rémunérer les gens. C'est pas un privilège, quoi. Mmh. Et par extension, pas mal de gens ne comprennent pas que quand on met une image sur Internet, c'est pour avoir le plaisir de la partager avec les gens qui aiment le travail qu'on fait. C'est en aucun cas une autorisation d'en faire ce qu'on veut. Donc par Eh oui. exemple, un éditeur qui ne me connaît pas n'a pas le droit de récupérer mes images sur un réseau social et de la mettre en couverture de ses livres sans me demander mon avis. Il a juste pas le droit. Voilà, ça s'appelle du vol. Bon, et Sinon, je prends un petit ce que recommandé. font, parce que voilà, et mais ça m'est déjà arrivé, hein. Et Mmh. tu sais, des fois, on se dit: «Pas vu, pas pris», quoi. Et et ce que font ces entreprises qui font des générateurs d'images, par IA, c'est de prendre tout ce travail fait par tous les artistes du monde depuis je sais pas combien d'années et c'est qui sont sur internet et à mon avis, ils font pas le tri, ils prennent aussi toutes les images personnelles de tout le monde qui traînent au passage parce que je vois pas comment ils feraient la différence. On Je voit une image confirme. sur la plage en maillot de bain de vacances, ils les prennent aussi Mmh. et ils s'en servent pour entraîner leur, pseudo-IA. Moi, ça m'énerve toujours d'appeler ça intelligence, mais bon. Oui, Ils oui, int c'est des ils algorithmes. Voilà, ils prennent ça pour entraîner leur pseudo-IA et comme si on avait donné le droit. Non, c'est pas parce que je l'ai mis sur internet que tu as le droit de le prendre. Donc ça c'est clair et c'est simple, Mmh. quoi. Donc le 1er point d'achoppement, c'est ça. Et le deuxième, que je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je l'ai fait dans une interview récente, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ça. Le 2e problème, il est, pour l'avenir de l'art. Le Si un artiste existe, si un artiste comme moi existe, c'est parce qu'il a débuté un jour. Voilà, je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais pour exister, il faut débuter. Pour débuter, il faut, comment expliquer ça? Avoir un travail à sa mesure. Quand on débute, on n'est pas très fort, on peut pas demander des salaires mirifiques Mmh. et donc on prend un peu, voilà, ce dont les autres ne veulent pas, une couverture dans un roman pas terrible pour une toute petite maison d'édition qui va être payée une misère, heu, quelques images. Je me souviens quand j'étais, très jeune, j'avais fait des images intérieures pour, je sais plus si c'était Cassius Belli ou comment ça s'appelait? Backdraft, je crois, un autre Backstab. journal genre Cassius Belli. Backstab. Backstab, ouais, ouais, Oui, Backstab, backstab, ouais. ouais. Backstab. Et je me souviens même plus combien c'était payé, mais je suppose que c'était une misère, mais c'est pas grave parce que on met, le pied à l'étrier des jeunes artistes Ouais. comme ça. Tu commences, tu fais un truc pas terrible et puis le suivant, il est un peu mieux et puis ainsi de suite et puis 10 ans après, tu es un artiste confirmé. Voilà. Tu peux pas commencer tout de suite en étant un artiste confirmé. C'est juste débile. Voilà, c'est absurde de penser ça. C'est comme si tu disais Usain Bolt, à 16 ans, alors qu'il commence à s'entraîner, pour devenir un athlète, bah, boum, 6 mois après, il devient, champion du monde. Non, il a fallu, j'en sais rien, je le connais pas, mais j'imagine une dizaine d'années Ouais, un peu de travail, d'entraînement, ouais. Oui. quotidien, de voilà, bon. Et donc, si on enlève ça, parce que pourquoi on enlèverait? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les IA, c'est pas tout de suite, vu le niveau qu'elles ont, qui est tout à fait bluffant techniquement, Ouais, qui artistiquement est quand même encore assez dégueulasse pour l'instant, hein. Les images sont ouais. quand même Ça assez ça demande un gros travail de médiocres et de retouche mauvais encore. goût. Mmh. Hem, pour l'instant, on peut pas vraiment l'utiliser pour des projets, de prestige. Donc les bouquins illustrés par Lovecraft que je fais, ils sont pas menacés pour l'instant par les IA Mmh. parce qu'avant de réussir à faire ça, il va falloir s'accrocher coco, hein. Pour lire le texte de Lovecraft en Mmh. détail, le comprendre profondément et retranscrire quelque chose d'artistiquement valable, c'est pas tout de suite qu'on va faire ça avec Midjourney. Faire des concept art pour un projet comme La Belle et la Bête avec Christophe Gans, c'est pas tout de suite qu'on va faire ça avec, Midjourney. Mmh. En revanche, une illustration pas terrible pour un bouquin pas terrible payé une misère, et ben, que ce soit un éditeur de jeux de rôle, un éditeur de romans, Oui. un éditeur de jeux casual pour téléphone, des gens qui ont des tout petits budgets, qui sont pas forcément passionnés par l'aspect artistique de la chose, parce qu'il y a ça aussi des fois, hein. Pour eux, c'est pas important des fois. Et ben, pour eux, c'est beaucoup plus simple
d'aller chercher sur Midjourney, de payer 50 $, de faire un petit prompt vite fait, puis hop, on a une petite image un peu clinquante, parfois assez vulgaire, il faut bien le dire, mais bien clinquante, hein, qui tape, qui aguiche bien dans le chaland, qui tape dans l'œil, et ben ça suffira. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va fermer la porte à tous les petits jeunes qui auraient pu démarrer Mmh. avec ces petits jobs pas très valorisants et gravir la pente petit à petit. Donc, je ne sais pas combien ça va concerner. Est-ce que ça va être 5%, 50% ou 100% des jeunes artistes qui pourront plus faire leurs premières armes? Mais le risque, il est réel. On ne peut pas savoir ce que ça va donner. Et je veux pas être alarmiste. Souvent, on me dit que je suis alarmiste. Mais je suis pas très Ça va optimiste, vite. moi. Ça va vite Bah oui, surtout. ça va très vite. Mmh. Donc si les petits jeunes d'aujourd'hui, on les empêche de démarrer, bah, ils vont laisser tomber parce qu'il faut bien gagner sa vie pour payer ses factures. Mmh. Ils vont plus devenir des artistes confirmés. Et donc dans 10 ou 15 ans, à part les vieux comme moi, bah, il y aura plus de nouveaux artistes. C'est le risque. Donc je dis pas que ça va se produire, mais c'est C'est une possibilité, ouais. loin d'être Mais impossible. Voilà. ouais. Donc faut pas non plus négliger cet aspect des choses quand même. C'est pour ça qu'on a voulu amener rapidement cette petite discussion aussi, hein. Comme tu dis, on va pas y passer 2 heures non plus, mais Non, mais nous, on l'a vu effectivement dans le monde du jeu de rôle, puisque c'est l'ADN de la chaîne Indécent Podcast. On l'a vu avec des éditeurs qui ont essayé, mais qui se sont fait vite rattraper par la patrouille, taper un peu sur les doigts. Et du coup, on a des éditeurs genre Chaosium, Paizo avec Pathfinder, qui Voilà. maintenant mettent en avant le fait prennent pas de Midjourney et compagnie, Stable Diffusion et autres. Et pareil dans l'édition de livres. Le livre de poche fait prendre la main dans le pot de confiture, comme on dit. Pareil, ils ont dû se fendre d'un communiqué par pour moi. dire non, non. Ben C'est voilà. moi qui ai fait un Voilà. post sur le sujet Et ben et voilà. qui les a obligés à clarifier leur position. Mais moi, je crois beaucoup aux Mais ça vertus du fait. name and shame, du Ouais. nommer et faites honte. Voilà. Mmh. Et Ouais, je puis je pense trouve qu'il qu'il y ne faut a. pas hésiter à le faire. Il faut Ouais, et puis. vraiment, dès qu'on voit quelqu'un qui se permet de le faire et qui se dit pas vu, pas pris, ça va passer entre les mailles du filet, Mm. il faut faire un post et dire regardez, telle boîte se gêne pas, nous fout des IA, est-ce que c'est ça que vous voulez? Voilà. Donc assumez. Si vous assumez, c'est votre droit, vous avez le droit. Voilà. Bon, légalement, il y a plein de problèmes mais pour l'instant, vous avez le droit. Mais assumez, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que, enfin, moi, je sais que je fais partie de ceux qui sont très technophiles, hein, quand même, hein, qui voient aussi l'apport que Pareil ça pour peut moi. avoir, Ouais. ces algorithmes, hein. C'est vrai que ça peut donner c'est des discussions que j'avais eues avec d'autres personnes, hein, où on dit, bon, on peut l'utiliser pour, pareil, faire du concept avant de passer au dessin lui-même. Pourquoi pas? Mais Ouais. ça implique que derrière, si d'aventure, ça se généralise complètement. Bon, c'est pas ce que je souhaite, mais à la limite, ce que je souhaite, on s'en moque un peu, mais ça implique derrière de rémunérer les artistes dont on pille les œuvres. Voilà. Bon, après, Il faudrait déjà, il évidemment, y tu aurait as beaucoup à raison, dire. mais il faudrait surtout qu'on les pille pas, c'est surtout ça. Mmh. Et donc il faudrait leur demander l'autorisation. Donc moi, si Que les demain artistes les mettent Midjourney me demande volontairement. l'autorisation d'injecter mes œuvres dans leur logiciel, je peux te dire qu'ils vont être bien reçus et hors de Voilà. question. Donc, pour moi, si tu veux, d'un point de vue plus philosophique, si on élève un peu le niveau, Ouais. les IA, c'est la négation même de l'art. Voilà. C'est moi, j'ai une C'est de conception l'industrialisation de l'art, en fait, quelque part. d'une chose qui ne peut pas être autre chose qu'humaine. Voilà. L'art, Mmh. c'est nécessairement humain. Philosophiquement parlant, ça ne peut pas être autre chose qu'humain. Je vais pas développer, il faudrait trop de temps. Allez lire ce que j'ai écrit Mmh. sur mes réseaux sociaux, vous le retrouverez facilement. C'est très facile de démontrer que l'art ne peut être qu'humain. Voilà, une machine ne peut pas faire de l'art. C'est aussi simple que ça. Et moi, alors là, pour le coup, je vais donner raison à ceux qui pensent qu'on est une élite très, très au-dessus de la mêlée, je sais pas quoi. Pour moi, l'art, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Heu, Mmh. je vais pas faire, dans le pathos, mais pour faire très simple, pour moi, c'est la meilleure raison de vivre qu'on ait. C'est l'art. Voilà. Évidemment qu'on a plein de petits plaisirs au quotidien, c'est super agréable de manger un Big Mac, quand on a faim, mais ça reste de la survie. C'est-à-dire on mange pour vivre. Mmh. Voilà. Le seul truc qu'on fait qui nous caractérise vraiment en tant qu'être humain, c'est de consommer de l'art, c'est-à-dire quelque chose de fondamentalement inutile. Voilà. Mmh. Quand on regarde un beau tableau, un beau film, quand on écoute une belle musique, ça ne sert à rien pour notre survie, pardon. On le fait parce que ça nous élève. Voilà. Et donc ça, c'est pas à prendre à la légère, moi je trouve.
c'est souvent, on a tendance à balayer ça d'un revers de main en disant ouais, bon, tu nous fais chier, ça va, c'est que de l'art, quoi. Bah non, moi, si on m'enlève l'art, s'il n'y a plus d'art, bah, à quoi ça sert de vivre les 80 ans si tout se passe bien qu'on va passer sur Terre? À quoi ça sert de les vivre? C'est juste, on se lève le matin, on se nourrit, on dort, on se soigne quand on est malade, et puis un jour on meurt. Bah, bon, c'est sympa, hein, il y a des moments, c'est sympa, C'est mais de la c'est pas survie pure et suffisant. dure. Mais c'est vrai Voilà, qu'en si plus, il y a les entre-temps, on a vu un film magnifique, si entre-temps, on a écouté une œuvre magnifique, on a lu un livre magnifique, et ben là, ça valait le coup de vivre. Voilà. ça Donc nous touche, ouais. moi, tous ces tech boys qui se pointent avec des IA et avec des gros sabots et qui risquent de saccager le monde de l'art, parce que c'est ça le risque, ils risquent de le saccager, bah, moi ça m'agace un peu. Je prends pas ça à la légère, quoi. Non, non, non. Mais après, voilà, je renvoie tous ceux qui regarderont l'émission, aux derniers travaux, historiques, hein, sur, l'art pariétal et même l'histoire de la musique, puisqu'on retrouve des traces d'instruments de musique, ce qu'on appelle les peintures rupestres et tout, qui remontent quand même à quelques Bien dizaines de sûr, milliers d'années. Donc ça bien date sûr. pas d'aujourd'hui non plus, quoi, hein, qui fait que ça nous caractérise et en même temps, c'était une espèce de lien, spirituel avec, des esprits, des dieux, ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'humain. Donc c'est vrai que Oui, spirituel, j'irai pas jusque-là, ça chacun peut le je voir parle des comme il veut, origines, mais hein, en tout cas, hein, oui, oui, je comprends. plus beaucoup Mais moins mais maintenant, mais voilà. clairement, c'est l'activité qui nous élève. Voilà. Mmh. Et bah, moi, j'en vois pas d'autres. Voilà, La sinon on fait quoi? cuisine. On fait la guerre, on fait non, la cuisine, c'est, tout à fait, louable et respectable, la C'est gastronomie. presque de l'art. Mais c'est presque de l'art, mais ce n'est pas de l'art. Non, non. Parce qu'il y a pas de sens. Voilà, il y a pas de sens et surtout, c'est nécessaire. On peut pas, il y a évidemment, si on est plus subtil, parce que là j'y vais à gros traits, mais il y a une partie d'artistique dans la gastronomie. Il y a Oui, tout à fait. une Mais ouais, dose d'artistique. il y a un courant de chefs Mais il qui fait n'empêche de la que photo et tout, ouais. ça reste un besoin vital. Voilà. Écouter, du Bach, écouter, je sais pas moi, du Genesis, je dis n'importe quoi, Radiohead. c'est pas un besoin vital. On le fait parce que ça nous élève. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc barrez-vous avec vos IA. Ça suffit, quoi. Non, mais c'est vrai, Voilà. c'est un truc, Oui. c'est du plaisir pur. Voilà, on n'est pas Mmh. obligé de le faire, on le fait parce qu'on aime ça. Et là, il y a des machines qui se pointent et qui disent: «Bah, on va le faire à votre place». Mais attends, on vous a rien demandé les mecs. Heu, Faites des machines, faites des programmes pour nous libérer des tâches pénibles, Mmh. rabaissantes, heu dangereuses. OK, super. Pour la médecine, super. Mais qu'est-ce que tu viens foutre dans l'art avec des trucs qui vont automatiser la création? Qui vont automatiser l'imagination, ça n'a aucun sens. J'avais pris un exemple une fois pour rigoler en disant: «C'est comme si tu disais: "Tu vas inventer une machine pour manger le chocolat à ta place"». Bah non, Mmh. moi si je veux manger mon chocolat, pourquoi on Mmh. le ferait à ma place? Donc non, non Zia, je suis désolé. Et comme toi, je suis un technophile, invétéré, hein. J'adore ça Mmh. la techno. Mais là, ça, c'est un dévoiement de la technologie pour moi. Voilà, Ouais. c'était mon quart d'heure énervé. Non, mais voilà, je pense que c'était aussi important parce que nous, ça nous permet aussi de faire passer un petit coucou aux collègues éditeurs dans le monde du jeu de rôle, hein, parce qu'il y en a certains qui sont tentés. Mais c'est vrai que dans le milieu du jeu de rôle, conceptuellement, on arrive à le comprendre, Antoine et moi. Je pense que tous les deux, on est un peu sur le même longueur d'onde. C'est que c'est un milieu qui a pas beaucoup de moyens financiers parce que c'est Bien un sûr. tout petit marché, hein. Et c'est vrai qu'il y a cette tentation d'aller vers des choses qui sont. Eh bah oui. Voilà. Donc, voilà, on vous fait une Eh spéciale ben non, il faut dédicace pas. dans cette émission. Voilà. Voilà. Il faut pas. Je vais même dire un truc, qui va paraître pour certains un petit peu dur, mais qui est aussi la réalité selon moi. C'est que, quand tu as pas de moyens, eh bah, tu fais pas. Voilà. Il s'agit pas de Ou réserver, autrement. là tu prends l'exemple des jeux de rôle, il Mmh. s'agit pas de Mmh. réserver la création de jeux de rôle, aux milliardaires. Mais c'est juste que si moi demain je veux monter un projet, quel qu'il soit, et que pour ce projet, j'ai besoin de la contribution d'artistes, et ben, ça me viendrait pas l'idée de contacter ces artistes en leur disant: «J'ai pas d'argent, fais-le moi quand même, je te paierai plus tard si ça marche». Non, c'est à toi de te démerder pour que ton projet soit assez viable, Mmh. pardon, pour que tu récupères des, financements et que tu puisses payer les gens que tu veux faire travailler. Mmh. Donc les gens D'où qui n'ont le pas les moyens, parce que souvent dans le jeu de rôle, moi j'ai vu ça plein de fois, ou les jeux de cartes aussi, Mmh. les mecs essayent de gratter des illustrations pour 100 balles par exemple, mmh. 100 €. Ça n'a pas de sens, quoi. Mais 50, j'ai même vu ça une fois, on m'a proposé à 50 faire toute une série de dessins, genre 200 dessins pour 50 Non mais ça va pas ou OK, quoi? bon, Voilà, donc bel il y a essai. un moment,
si tu veux, et encore, ils proposaient de payer, c'était déjà ça, tu vois? Donc, si tu pas les moyens de te payer un artiste, bah, il faut que tu repenses ton projet, c'est tout. Il faut que Ou tu trouves alors, des financements. au pire, vous avez des banques d'images libres de droit. Ça existe aussi, quoi. Si vraiment, Bon, vous n'y arrivez libre pas, de que vous avez droit pour une besoin. utilisation commerciale, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas En général, beaucoup, c'est mais libre de droit pour une utilisation personnelle, c'est ça. mais si tu veux le mettre dans un projet commercial, là, c'est pas libre de droit, hein. C'est un peu plus compliqué. Enfin Mais bon, c'est un vaste sujet, hein. on peut toujours, voilà, arriver à retomber sur ces pas. Donc voilà, c'était spécial dédicace pour nos collègues éditeurs qu'on apprécie par ailleurs. Voilà. Bah, du coup, comme sur un Indécent Podcast, on est des grands amateurs du pas de transition parce qu'on sait pas faire. On va passer à la Voilà. partie. Ouais, on est comme ça. C'est la partie littérature, justement, ton travail d'auteur. Alors, moi, personnellement, j'ai découvert à l'occasion, bah, je crois qu'on était en plein Covid ou juste après, donc à la sortie de donc, Tépouilles aux éditions Critiques. Ah bah, c'était en plein Covid puisqu'il est C'était en plein sorti dedans. au moment du premier confinement. Voilà, Oui, donc, je confirme. Ah, c'est pareil, le oui, bouquin là-bas, s'est mais oui. fait Ça voilà, fait le un petit bouquin s'est moment, fait mince. casser les pattes par le confinement. Oui, Malheureusement, il a pas trop mal marché, mais il aurait pu mieux marcher que ça s'il avril avait pu 2020. exister en librairie. Mmh. Oui, c'était compliqué. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai découvert, parce que on connaissait déjà les illustrations et autres. Et alors moi, je parle vraiment pour moi, hein. J'ai découvert donc ton travail d'écrivain avec ça. Et après, donc j'ai enchaîné sur l'effet domino. Comme je le disais en préambule avant qu'on commence cet entretien, Dominium Mundi, je crois que c'est le seul que j'ai pas encore lu, donc autoflagellation prévue à la fin de l'entretien, bien entendu. Donc voilà, est-ce que tu Non, peux nous... non, en fait, il y en a 2 que tu n'as pas Ouais, lus puisqu'il y en a un qui sort dans 15 jours et que d'ailleurs oui. je viens de Ah recevoir, bah, ouais. Ah, c'est mes exemplaires Ah! offerts. Donc celui-là, on se réserve les questions pour la fin, celui-là. voilà, et donc il y en a 2 que tu as pas lus. Non, je confirme. Voilà. Donc déjà, d'où ça t'est venu, cette envie d'écrire? Bah, en fait, ce que je réponds à chaque fois à cette question qu'on me pose souvent, qui est Ah, tout à fait normale. Non, mais c'est normal, c'est pas courant les illustrateurs qui sont aussi, écrivains. C'est que, en fait, pour moi, c'est la même chose. Moi, je suis, profondément, j'ai une nature profondément artistique et j'ai toujours fait un peu de tout. Donc, par exemple, à une époque, j'ai fait beaucoup de musique aussi et mmh, j'ai fini par arrêter parce que quand on se disperse trop, on fait tout mal. Donc, il y a un mmh, moment, j'ai dit: «Bon, ça suffit la musique, c'est pas là où je suis le meilleur, donc autant que je laisse tomber». Donc moi, j'ai tout envie de faire, tous les arts m'intéressent. J'adore ça et en fait, dans ma tête, j'ai souvent analysé ça comme étant, u une envie universelle de raconter des histoires. C'est que je sais ouais. pas pourquoi, j'ai envie de raconter des histoires. Quand j'étais petit, j'écrivais déjà des histoires, complètes, je me souviens qu'il y en a même une, j'avais écrit une histoire en 10 pages, je devais être en CM2 et je l'avais montrée à ma maîtresse, elle a trouvé ça tellement, incroyable qu'elle l'avait lu à la classe, bon. Et donc, moi j'aime raconter des histoires et le dessin, c'est une manière de raconter des histoires. Quand on fait Ouais, une illustration, alors en particulier celles que je fais sur Lovecraft qui sont très détaillées, on raconte une histoire dans une image et parfois même, tous les dessinateurs vous diront ça, j'en suis sûr, si vous leur c'est demandez. c'est ce que j'allais dire. J'ai déjà Parfois posé la même, dans question sa pour être tête, ouais. on se fait des dialogues, Mmh, parfois même, on fait des bruitages, hein. Moi, ça m'arrive de me surprendre comme un débile sur ma table de travail, à être en train de dessiner, je dis n'importe quoi, une avalanche, par exemple et dans ma tête ou même parfois, vocalement, à me retrouver à faire brrr comme ça, quoi. mmh. C'est vraiment non, mais vraiment, on vit, Mmh. heu, on se projette dans une image, un peu comme un mini univers virtuel, quoi et donc en fait, c'est pas différent d'écrire un roman que de faire une illustration. C'est juste l'outil, la méthodologie technique Ouais. qui va différer. Donc c'est la Et même, donc, la même technique, si tu veux, pour construire un roman qu'une illustration pour toi, du coup? non, c'est pas la même technique, mais c'est le même processus créatif. Oui, voilà, C'est-à-dire que c'est ce ce qui que se je voulais passe dans dire, ouais. ma tête, c'est la même chose. Voilà. Mmh. Mais évidemment, la technique est très différente, ça va de soi. Mais, ça, c'est juste un apprentissage. La technique, ça s'apprend. Heu, alors que le bouillonnement, imaginatif qui se produit, dans le cerveau, moi, je sais pas pourquoi je suis fait comme ça, quoi et la plupart des artistes vous diront la même chose. On a une Mmh. espèce de trop plein d'imaginaire et à un moment, il faut que ça sorte. Voilà, donc il faut que ce soit une illustration, un roman, une BD, de la musique, ce qu'on Une veut. sculpture. Il faut que ça voilà, il faut que ça sorte. Mmh. Bon Mmh. et ça remonte même à plus loin que ça puisque moi, j'ai découvert, le jeu de rôle avec, l'Appel de Cthulhu, hein, ça surprendra personne. Donc Ça alors. dans les années 80, Mmh. et très rapidement, j'ai eu envie d'écrire des scénarios. Évidemment, ça surprendra personne et donc les premières histoires que j'ai écrites vraiment,
de manière sérieuse, c'était des scénarios pour l'appel de Cthulhu. Et j'avais même essayé d'en faire éditer un recueil chez Jeux des cartes à l'époque. Mmh. Mais malheureusement, je suis arrivé trop tard. Pourtant, je pense que le recueil était pas trop mal. Mais je suis arrivé trop tard parce que c'était le moment où le jeu de rôle commençait à décliner. Il y a eu un Ouais. moment dans les années 90, début des années Oui. 90, Ouais. où Magic est arrivé et Oui. le jeu de rôle s'est complètement écroulé. Il a périclité au fur et à Voilà. mesure. Ouais. Et complètement. Et donc ils m'ont dit, bah non, écoute, on n'en vend pas en ce moment, donc on le fera pas. Et puis je pense que c'est remonté depuis le jeu de rôle. Mais du Ouais, coup, depuis quoi? Depuis 2000, 2011, 2012, 2015, dans ces eaux-là, ça a commencé à ouais, il y revenir. a un Après, petit ouais. revival quand même. Mmh. Et parce que moi, je pensais que ça allait complètement disparaître, et en fait, c'est toujours là, quoi. Et T'étais pas le seul. voilà. J'étais Non, mais c'est gros cool, pratiquant à c'est super. l'époque. Et c'est vrai qu'on. Alors, toi, Antoine, qui est depuis plus longtemps que moi, je dirais. Mais moi, j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait disparaître, hein, clairement. Oui, bah, Ouais, ouais, ouais. oui, quand j'ai commencé, c'était déjà pas la période la plus dynamique du jeu de rôle. Je pensais pas que ça allait décoller, en fait, hein. J'ai vécu le redécollage, il y a Ouais. 6-7 Non, mais c'est ans. très bien. Moi, Ouais. je pratique plus le jeu de rôle parce que j'ai pas le temps, mais je trouve que c'est un divertissement tout à fait noble. C'est peut-être même le seul divertissement aujourd'hui, de nos jours, à part la lecture peut-être, qui fait appel vraiment à l'imagination des participants. Ouais. Quand on regarde un film, il y a pas de place pour l'imagination, très peu. On projette directement l'imaginaire des créateurs dans la tête des gens qui le reçoivent. Quand on joue à une partie de jeu de rôle, même on peut avoir toutes les aides de jeu qu'on veut et cetera, n'empêche qu'il faut se représenter ce qu'on est en train de Mmh. vous raconter, c'est verbal. Et Mmh. ce que je trouve magique, moi, ce que je trouvais magique à l'époque où je pratiquais, c'est, bah, voilà, on est 4 ou 5 autour d'une table, et si chacun est vraiment, heu, de bonne volonté, c'est-à-dire si on n'est pas en train de parler du match de foot de la veille, et ben, on arrive à créer un imaginaire partagé, pendant quelques heures, et parfois ça peut être très fort. Moi, pourtant ça remonte à loin, hein, plus de 20 Mmh ans, mh. même 30 ans, mais j'ai des souvenirs encore aujourd'hui de certaines parties qui sont aussi clairs que des souvenirs de vacances ou de voyages, de lieux où j'ai été. Mmh. Moi, je vois ces parties aussi clairement dans ma tête. Donc c'est vraiment, je trouve, un divertissement tout à fait, honorable. Mmh. Et donc pour revenir à ta question initiale, Oui. j'ai commencé à écrire des scénarios, et donc je pense que c'est ça qui m'a donné un petit bagage technique, d'écriture. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être réalisateur, donc je faisais des courts-métrages d'animation, et alors là, être réalisateur, faire des longs métrages, c'est très difficile, et donc j'en ai eu marre des projets qui ne se montaient pas, j'en ai eu marre d'attendre, et un jour, j'ai laissé tomber ça. Tout ça en parallèle de ma carrière d'illustrateur, hein, Mmh. et donc un jour, je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, si tu veux raconter des histoires, le moyen le plus efficace, et où tu as pas besoin de financement pour ça, comme pour faire un film, ça reste le roman». Et donc, bah, je me suis lancé. J'ai fait Dominium Mundi. C'était en fait l'adaptation d'un scénario de long métrage dont je savais très bien qu'il ne verrait jamais le jour, parce que D'accord. ça aurait OK. coûté beaucoup trop cher. Et donc j'ai fait ça pour le plaisir. Voilà, ça s'est étalé sur une dizaine d'années. J'ai écrit ça, sur mon temps libre, et puis comme je me suis pris au jeu et que je l'ai fait avec, pas mal de sérieux, et bah, au bout de 10 ans, j'ai essayé de le faire publier, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc, Dominium Mundi, donc, qui est paru en 2 tomes aux éditions Critiques. Donc maintenant, je crois qu'il est aux éditions, alors si je dis pas de bêtises, c'est Pocket, Pocket, hein, Pocket Imaginaire. Pocket SF. Heu, Enfin, il y a est-ce toujours que une intégrale chez Critique, mais si tu Ouais, le veux en poche, il est chez Pocket. il est chez Pocket. Est-ce que tu peux nous parler, bah, justement du scénario, sachant que, bon, comme je te disais, hein, c'est le seul que nous n'avons pas lu. Voilà. Voilà. Donc, j'avoue qu'on Je on est preneur de suis, toutes les infos. comme souvent les auteurs, je suis le moins bien placé pour résumer mes livres, Mmh. parce que je sais pas résumer une histoire que j'ai écrite. Si je l'ai écrite, celle-là, elle fait, pratiquement, Ouais, allez, un petit paquet de pages. 1800 pages, je crois, Ouais. version, poche. Donc Mmh. si j'ai écrit 1800 pages, c'est que j'avais besoin de 1800 pages pour la raconter. Et je savais pas faire plus court. Ah là, moi, c'est effrayant. Donc ce que je peux, c'est éventuellement te dresser le contexte général, mais te raconter Oui. l'histoire, ça, je me serais bien incapable. Donc le contexte, c'est un contexte post-apo relativement classique pour une trame de SF. Donc il y a eu, une grande Un guerre terrible cataclysme, qui a ouais. ravagé l'humanité, hein, sur laquelle c'est un postulat que je détaille même pas vraiment dans le Ouais, roman, parce ça sert de qu'on a trame de fond, ouais. bah, on a compris ce que c'est que le post-apo, quoi. Donc on Mmh. va pas s'amuser à le résumer à chaque fois. Et en gros, l'idée, c'est que cette fois, le monde s'est écroulé, sauf l'Europe qui a été en grande partie épargnée,
mais enfin qui est quand même qui était en ruine, et de ces ruines a émergé un nouvel empire qui est un empire chrétien. Mmh. C'est la religion qui est revenue en force. À l'époque où j'ai commencé l'écriture de ce truc, ça paraissait vraiment de la science-fiction. 20 ans plus tard, c'est moins de la SF malheureusement. Et donc Mmh. la religion la plus stricte, hein, vraiment la religion intégriste, catholique en l'occurrence, est revenue en force, et on a donc un empire chrétien moderne, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui règne sur Terre. Et donc les populations sont revenues à un mode de vie quasi féodal. Et donc en gros l'idée c'est que l'histoire est un éternel recommencement, et que donc on se retrouve en Europe donc au j'ai oublié, C'est le fin du 25e. siècle. Je crois que c'est Non, non, 25e. non, c'est pas si Non, loin que ça. Non, 22e? c'est Ah d'accord. 2200 je crois de mémoire. 2200. Donc le 23e siècle, voilà, et avec un mode de vie, une organisation complètement médiévale, et y compris pour illustrer, pour appuyer vraiment sur le fait que l'histoire est un éternel recommencement, qu'on n'en sort jamais, on refait toujours les mêmes erreurs, bah, j'ai repris carrément certains personnages historiques, comme si ils n'avaient jamais Mmh. existé d'une certaine manière. Alors je donne une explication pour ça à la fin, mais j'en dis pas plus que ça. Et donc on se retrouve avec un mélange qui moi m'intéressait, qui est un mélange de société féodale, avec tout le côté rétrograde et archaïque que ça implique, même si je Mmh. sais que c'est en partie un cliché sur cette époque-là, heu, et un mélange de très haute technologie, puisque la technologie, elle, on l'a pas oubliée. Donc au Mmh. 23e siècle, on a la technologie du 23e siècle, pas du Moyen Âge. Et donc ce mélange, moi je le trouvais très intéressant, et notamment pour le fait que la Terre est en grande partie inhabitable, et donc on cherche des nouveaux territoires à coloniser, et donc on arrive à construire, les premiers moteurs, pas supraluminiques, mais qui permettent quand même de couvrir des distances, assez grandes, Mmh. dans des délais raisonnables, et donc on envoie une première mission d'exploration autour de Proxima du Centaure, qui est donc l'étoile la plus proche de notre système solaire, Avec sur 4 le qui a années-lumière, ouais. évidemment son cortège de planètes, et sur l'une de ces planètes, la seule qui soit habitable, on envoie une première mission pour explorer, et là, stupeur, on découvre qu'elle est déjà habitée. Il y a déjà une civilisation, heu, assez, pas, je vais pas dire rudimentaire, c'est pas le bon terme, assez, pas primitive non plus, faut pas exagérer, mais peu développée, disons, Mmh. et qui s'appelle les Atamides, et bon, je vous passe les détails, il y a une première prise de contact, tout ça c'est vu en direct à la télé de l'époque, bien sûr, en direct avec un léger décalage à cause de la distance, et les gens découvrent, les populations terriennes découvrent avec stupeur que dans l'une des villes de cette civilisation étrange, qui leur paraît un peu primitive, on découvre un sanctuaire chrétien. Voilà, une espèce de vieille bâtisse qui est là depuis des milliers d'années et qui est surmontée d'une croix chrétienne. Et dans ce sanctuaire, qu'est-ce qu'on trouve? Une dépouille humaine, enveloppée dans un suaire, avec une vieille couronne d'épines toute desséchée. Incroyable, on a Mmh. découvert ce qui ressemble à la dépouille du Christ, sur cette planète. Et donc évidemment, le pape de l'époque, qui est une espèce de fou furieux intégriste, comprenant ça, dit: «Cette terre est chrétienne, elle appartient donc au seul vrai peuple chrétien de l'univers, nous les humains, donc on va la prendre de force, même s'ils sont pas d'accord les Atamides, donc on décrète une nouvelle croisade». Croisade. Mmh. Donc voilà, donc ce livre a failli s'appeler une 9e croisade, et parce que le Dominium Mundi, c'était un concept, philosophico-religieux du Moyen Âge, du bas Moyen Âge, je crois, qui consistait à l'idée, c'était que l'Église avait pour vocation à étendre la domination du Christ sur l'ensemble des peuples, de la terre, de dominer tous les peuples, Dominium Mundi, et donc bah, cette planète n'y échappe pas, et donc le pape, Urbain, oh putain, j'ai oublié, Urbain XI, j'espère que je dis pas une bêtise sur mon propre livre. Je l'ai pas relu depuis, hein, donc ça commence à remonter. Mmh. Décrète une nouvelle croisade. On construit un vaisseau gigantesque, un vaisseau arche, qui s'appelle le Saint-Michel. On met 1 million de bonshommes à l'intérieur. On envoie tout ça vers la planète avec le but de la coloniser, d'éradiquer les Atamides et d'en faire la nouvelle Terre. Donc voilà, tu vois le temps qu'il m'a fallu pour te dire par quoi commence le livre. Donc pour te Mmh. dire que je suis pas bon pour résumer un livre. Et donc quand ça commence, on embarque avec les premiers croisés, et tout ce que je viens de te dire, on le découvre petit à petit, hein, par Mmh. différentes allusions. On embarque avec les premiers croisés à bord du Saint-Michel, et tout le premier tome, c'est un huis clos dans cet énorme vaisseau monde, où on apprend à connaître les personnages. Et le deuxième tome, donc le premier tome, c'est un space-op,
suivant l'expression consacrée. Et Et l'autre, le c'est un deuxième Planet Hop. tome, c'est le débarquement et la guerre elle-même contre les Atamines. Et avec, évidemment, on va découvrir les personnages principaux auxquels qu'on a appris à connaître, vont découvrir que tout n'est peut-être pas aussi clair que ce qu'on veut bien nous dire, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc le deuxième tome, c'est ce qu'on appelle un Planet Hop. On découvre cette planète, on découvre cette civilisation, et, et leur lutte pour la survie face à l'envahisseur humain et sa machine de guerre bien huilée, quoi. Donc voilà, c'est un énorme pavé, qui est une espèce d'absurdité pour un premier roman, quoi. Normalement, un premier roman, on fait un truc très court, voire des nouvelles. Oui, Mais moi, comme je suis un c'est peu vrai. bête, je suis parti dans un truc de 2000 pages. Voilà. Bon, ça fait un bon galop d'essai, comme on dit. Oui, oui, oui. Bah oui, en plus, le bouquin a trouvé son public, il a plutôt bien marché, Oui, donc oui, on a vu c'est qu'il avait été très... nommé à pas mal de prix littéraires, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, puis Euh, vraiment, pour de la SF française, c'était une très bonne vente. Et donc, ça a été pour moi une très très bonne surprise, hein. Moi, je pensais que j'allais en vendre 200 et j'étais déjà content que le livre existe, tu vois. Et, Ouais. c'était ça mon but, de faire un livre. Bon. Puis il s'avère que, en plus, les gens ont aimé, donc bah super. C'est la cerise sur le gâteau. Bah écoute, celui-là, bah, quand on l'aura lu, on te fera un retour directement, ce sera quand même plus simple que lors de cet entretien. Le deuxième que tu as édité, alors là, moi, celui-là, par contre, je suis en plein dedans et j'avoue que j'ai du mal à m'arrêter, c'est l'effet domino. Ah, t'as la version moche. Oui, la version poche. Ah oui, la version Oui, mais poche qui a été sortie n'importe comment, et ouais, mais ils je ont m'en fini... fous, je Ah la oui. garde. Ah bah oui, je suis obligé de la garder, quoi. Non, mais attends. Voilà. Oui, j'ai vu qu'il y a une nouvelle édition. Et ouais. Bah ouais. Parce que chez Brajlon, ils Effectivement. avaient conscience quand même que c'était pas très joli. Donc on Mm. a fait une nouvelle couverture avec une petite dorure que tu vois qui bouge. Oh, c'est joli. Ouais. Qui est quand même, il est quand même plus joli. Alors, on va pas se mentir. Oui. Écoute, dès que je le récupère, on le fera dédicacer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est dur de se débarrasser d'un bouquin qu'on a fait dédicacer, j'avoue. Bah ah oui, ça je comprends. Oui. Ouais. Donc celui-là, alors là, on est... au début, je me souviens, parce qu'on s'était vu à Octogone, comme il disait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé, parce que j'avais pas lu le pitch ni rien, hein, j'étais persuadé que c'était du fantastique, et effectivement, tu m'avais dit à ce moment-là que non, pas du tout. Je confirme, c'est du vrai policier 1907, avant les Brigades du Tigre. Et alors c'est l'histoire donc de Lassinière, hein, qui était un inspecteur de Rennes, qui se retrouve convoqué à Paris. Je vais faire le résumé du coup, hein. Ah super, je t'en prie. Voilà, qui se retrouve donc convoqué à Paris par le préfet de police lui-même, donc qui est le préfet Lépine, qui n'est pas Le que fameux. le fameux inventeur, le concours Lépine des inventeurs, et qui va devoir enquêter. Alors au début, il pense que c'est pour s'occuper de faire des rapports, etc., sur les fameux Apaches de Paris, qui sont pas aussi romanesques que ce qu'on peut voir de nos jours, hein. C'était quand même une sacrée criminalité à l'époque, et qui va en fait C'est de devoir... violence inouïe. Ah ouais, On pense toujours c'est... que notre époque est très violente, mais Non, les crimes de l'époque, elle est c'était beaucoup moins. atroce, d'une sauvagerie incroyable. Ouais. Il n'y avait vraiment pas de loi, enfin rien du tout, quoi. C'était absolument immonde. Et il se retrouve à devoir enquêter, en fait, sur un... Alors à l'époque, on n'appelle pas ça les tueurs en série, hein. Ça a mis beaucoup de temps en France avant qu'on comprenne que le fameux serial killer à l'anglaise, donc le tueur en série, ça existait déjà en France, en fait. Et il va Alors, le devoir... terme serial killer, Ouais, il a été inventé par les Américains dans les années 70, en plus. 1970. Eh Donc il ouais. est extrêmement tardif. récent. Ouais. Voilà. Et donc même les meurtres en série, tout ça, c'est vraiment pas du tout une expression qu'on employait. Et si tu lis des articles de l'époque sur Jack l'Éventreur, tu verras jamais ce genre de terminologie. Et moi, j'avais Non. fini par trouver dans mes recherches de documentation une expression que j'avais trouvée charmante. Charmante, Oui. Oui. on se comprend, hein, charmante de désuétude, qui était assassin à répétition. Oui, Mm. exactement. Alors, Ça pour m'a être marqué, honnête, celle-là, je ouais. me souviens même plus où je l'avais trouvée, mais je l'avais trouvée super, cette expression. Mm. Et donc voilà, on appelait ça, certaines personnes appelaient ça déjà des assassins à répétition. Et là, du coup, on se retrouve donc avec un assassin à répétition, qu'on va finalement appeler Double Domino, hein, puisque donc il Non, massacre le domino. le domino, et on retrouve du coup des dominos dans la gorge de Voilà. ses victimes. Et D'où comme le ça nom commence du à pulluler un petit peu trop, donc on fait appel à ses talents, mais pas qu'à lui. Il y a 2 autres personnes qui vont lui être associées. Donc il y a Albertine, une jeune femme, voilà, féministe engagée, déjà pour l'époque, hein, et qui a un esprit très clair, très pointu, très affiné pour analyser les choses. Et il y a aussi donc le jeune Thomas aussi qui est avec. Donc pareil. Et en fait, ils ont été choisis tous les 3 parce qu'ils n'ont pas d'attache, ou très peu. Parce que la particularité de ce tueur, c'est que le début du livre, hein, que je vous dis, donc je Oui, tu spoil peux y rien du aller, tout. ça, c'est les Voilà. premières pages.
Leur particularité, c'est que ce tueur-là, en fait, il s'attaque aux flics directement et à leur famille. Aux proches. Aux proches. Alors, Exactement. si je peux me Les permettre, je te proches, oui. laisserai finir ton résumé Vas-y, après, vas-y. Non, non, vas-y, mais vas-y. je vais expliquer Mm. la méthodologie, enfin ce principe-là, parce que dans les romans de tueurs en série, hein, c'est un genre en soi, la méthode du tueur, c'est toujours c'est souvent ce qui fait l'intérêt de la chose. Ouais. Et là, en l'occurrence, on est face à un tueur en série qui s'en prend, je vais essayer de pas spoiler, à des proches de personnalités célèbres, Mm. pas aux personnalités elles-mêmes. Oui. Donc un compositeur célèbre de l'époque, un homme politique célèbre, un peintre célèbre, etc. Des Et donc scientifiques. rapidement, les enquêteurs comprennent que les crimes qu'ils ont découverts là, en fait, à chaque fois, là, cette personne est le proche d'une personnalité célèbre, ce qui fait que l'affaire devient assez rapidement sensible politiquement. Et oui. Et le problème auquel est tout de suite confrontée la police, c'est que chaque enquêteur qu'on va mettre sur cette enquête, quelques jours après, toute sa famille est sauvagement assassinée. Mm. S'il n'a pas de famille, ses amis, et ainsi de suite. Et donc voisin de palier, des choses comme ça. Ouais. voilà. Et donc c'est une méthode très, très efficace de protection pour le tueur en série, parce que très rapidement, plus personne ne veut se charger de cette enquête par peur pour ses proches. Et oui. D'où l'idée du préfet Lépine, et donc là effectivement on ne spoile rien puisque c'est le début du livre, de faire Exactement. appel à un enquêteur, évidemment qui est censé être brillant, hein, c'est pas le Mm. premier venu, mais qui a la particularité de ne pas avoir de famille du tout, et même de ne pas avoir d'amis, parce que en gros il a une personnalité un peu difficile, un peu Ah rugueuse, oui. Oui, c'est un asocial et qui complet. fait qu'il a même pas d'amis. Voilà. Mm. Et donc il va enquêter dans le plus grand secret, pour éviter quand même, même s'il n'a pas d'amis, c'est quand même une enquête dangereuse. Et donc donc l'enquête n'est pas officielle, donc il fait même Mm. pas partie de la police, même s'il est policier, il peut pas demander l'aide de la police parisienne. Et donc pour l'aider pour tout ce qui sera administratif, relations indirectes avec la police, on lui adjoint une des assistantes du préfet Lépine, qui est donc Albertine, qui Ouais. est l'équivalent d'une suffragette pour l'époque, Mm. très en pointe évidemment, qui veut démontrer qu'une femme peut faire ce qu'un homme fait, et qui en plus est un peu l'esprit scientifique de la bande, et un jeune flic prometteur, mais très jeune, hein, qui doit encore faire ses preuves, qui s'appelle Thomas donc, et qui lui va permettre quand il y aura besoin d'aller chercher une fiche sur un suspect dans un commissariat, un truc comme ça, comme il est déjà flic et que personne ne fait attention à lui, il permet de faire l'interface comme ça. Et donc ça c'est le trio initial, et rapidement vient se greffer un peu de force, un journaliste un peu Mm. mondain, un peu dandy, un peu réactionnaire, un peu con au début, il faut bien le dire, enfin con dans le sens un peu moraliste, quoi. C'est celui qu'on voit au tout début qui aborde donc la Voilà, civière il va qu'il entrer arrive de à la gare. force, Mm. et à la fois il est très doué en tant que journaliste. Donc il va un peu entrer de force dans la bande, et donc tous les 4 vont mener une enquête comme ça sur ce criminel très étrange, en espérant à tout prix ne pas être repéré. Voilà. Parce que s'il est repéré, on se doute bien que ce tueur mystérieux va tout faire pour les arrêter par la violence. Donc je vous confirme, hein, donc ce petit roman qui fait quand même 600 pages, donc c'est quand même moins que Dominium Mundi, hein, Ah oui, oui, qui c'est une nouvelle par rapport à Dominion Mundi. voilà, une petite novella donc. Donc là, on est vraiment sur du policier, pur et dur, vraiment bien renseigné, enfin en tout cas bon pour le moment je me régale, vivement la fin comme on dit, pas trop vite quand même. Au niveau de l'évolution de ton style, comment tu as pu toi t'auto-juger là-dessus, entre le passage entre Dominium et puis l'effet domino? Bah, moi j'ai le sentiment enfin j'essaye pas d'avoir vraiment un style Mmh, reconnaissable. J'essaie d'adapter mon style aux besoins de l'histoire, d'accord. et Dominium Mundi, ch quand on le lit, si on est un peu familier de la littérature, on peut remarquer par moments que c'est notamment dans les dialogues, ça peut paraître un peu naïf, un peu chevaleresque, un peu grandiloquent, c'est fait exprès. C'est parce que Dominium Mundi, c'est une transposition très, très libre, hein, d'un poème épique de la Renaissance qui s'appelle La Jérusalem délivrée, Mmh. et qui racontait d'une manière, très très romancée, hein, la première croisade, et qui racontait la première croisade, si tu veux, comme Homère avait raconté la guerre de Troie, donc Ah d'une oui. manière complètement flamboyante, mais alors pas du tout précise historiquement. Mmh. Et donc j'ai essayé de m'adapter à ça,
Il y a même des citations, plusieurs fois des citations directes du livre à l'intérieur de Dominium Mundi. Sur l'effet domino, changement complet de style, puisqu'on est en 1907 à Paris, dans le milieu des flics et des truands, donc c'est plus du tout le même langage. Donc j'ai relu beaucoup de livres de l'époque pour me mettre la musique de la langue dans l'oreille, et j'ai essayé d'adopter, alors mon style ne change pas radicalement, hein, mais j'ai essayé quand même de me mettre dans cet état d'esprit pour l'écrire. Dans le suivant, qui était un Tépuis, donc on va en parler après, qui est un roman contemporain, c'est encore un autre style, un style beaucoup plus direct, Oui. beaucoup plus, comme c'est un roman d'action, beaucoup plus incisif. Et pour le nouveau, Ars Obscura, qui est une uchronie napoléonienne, donc qui se passe en 1815. Bon, bah là, c'est à chaque fois, l'idée, c'est que on ait l'impression de lire un livre qui a été écrit à cette époque-là. Et donc, avant de commencer la rédaction d'Ars Obscura, bah, je me suis renvoyé la plupart des bouquins très connus de cette époque, par exemple Les Misérables, Le Comte de Monte Cristo, ce genre de livres, juste pour avoir la musique de la langue. Alors, j'ai pas du tout la prétention d'écrire comme Zola, Zola, n'importe quoi, comme Hugo, excuse-moi, ou comme Dumas, mais quand on lit ces livres-là en même temps qu'on est en train d'écrire sur sa propre histoire, bah, il en reste quelque chose quand même dans l'oreille, et donc on s'adapte, notamment dans le phrasé des dialogues, on finit quand même par s'adapter à ça, quoi. Donc voilà pour ta question sur le style de l'effet domino, c'est j'essaie de m'adapter au sujet et à l'époque. Alors, bah, tiens, puisque tu parles de musique, sur celui-là, moi, la musique qui m'est revenue régulièrement, c'est les Brigades du Tigre, puisque l'action du bouquin se passe juste avant la création des fameuses Brigades du Tigre. Donc, j'avoue que j'avais le tac-tac-tac, j'avais souvent en tête, clairement. Oui, alors pour moi, c'est pas du tout le cas, mais c'est normal que tu l'aies ressenti comme ça. Ah Parce oui, qu'en oui. fait, moi, quand je pitchais le bouquin à l'époque, où je l'écrivais, je disais pour rigoler, hein, c'est Le Silence des agneaux à Paris en 1907. Et donc, moi, je le vois plus comme un thriller terrifiant, façon Seven ou façon Silence des agneaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes qui, tout en n'étant pas fantastiques, adoptent le registre littéraire du fantastique, et la description des meurtres, la grande scène finale où, je vais pas trop en dire, où il a un petit problème de lucidité, le héros, et donc il voit toutes les choses, tout son environnement de manière un peu étrange. Donc il y a quand même une tendance légère au fantastique, sans jamais y sombrer complètement. Même le personnage un peu mystérieux, on va pas trop en dire, mais qui s'appelle Double Six, qui est un évadé du bagne, qui a fait, selon la légende qui l'entoure, qui a fait un pacte avec le diable, avec un rituel vaudou, et qui donc aurait plusieurs vies. Bah, je m'amuse à entretenir un peu le doute là-dessus, tu vois? Je rentre jamais dans le vrai fantastique, mais je dément jamais complètement non plus, la mythologie qu'il y a autour de lui, parce que c'est ça qui fait tout le charme de la chose, quoi. Ouais, Et puis donc à cette époque-là, évidemment, en je comprends plus, très bien qu'on voit un livre de cette époque-là par le prisme des Brigades du Tigre, et moi j'adore ça, les Brigades du Tigre, bah oui, pardon. j'adore aussi. Mais c'est vrai que moi, si je devais adopter une musique pour ce livre, ce serait plutôt celle du Silence des agneaux, qui est bien ténébreuse. Et c'est vrai qu'en plus, de toute façon, fin 19e, début 20e, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, on a aussi ce passage entre l'ère vraiment industrielle complète, avec un moment où il y a encore le mysticisme, beaucoup de spiritualisme. Dans les campagnes, il y a encore les légendes, il y a encore le spiritualisme avec les tables, etc., qui est encore très présent dans la société. Ouais, spiritisme, pardon. Oui, Donc j'en voilà. parle, d'ailleurs, t'en es peut-être pas encore arrivé là, mais il y Pas a tout un encore. chapitre sur... bah oui, je fais intervenir Aleister Crowley, pour ceux qui connaissent. Donc Crowley, qui était un L'aube médium très dorée. célèbre en Angleterre, fin 19e, début 20e, et qui était vraiment un drôle de personnage, hein. Et donc qui était un adepte du spiritisme. Et ça, j'en parle beaucoup. J'aime beaucoup ça. Bah, du coup, on a parlé des premiers, hein, Dominion Mundi qui était de la SF, comme on en a parlé. L'effet domino. Effet domino, pardon, oula, c'est voilà. Du coup, Ah, mais même moi, je m'en mêle des fois. Domino, ah oui, voilà, domino. pardon, c'est ma faute. Mais du coup, Tépuis, tu en as parlé, voilà, qui est dans un registre totalement différent, hein, voilà. Bah, merci Fred de le montrer. Bon, il est quelque part, mais c'est un peu le bazar chez moi. Je vais On pas mettra montrer ça. les inserts, c'est mieux. Voilà. Celui-là, tu pourrais nous en parler? Parce que celui-là, voilà, Bien il était sûr. sorti. On en avait parlé, il est sorti en plein 2020, Covid. donc en plein Covid, voilà. Donc, Et oui. déjà avec un titre aussi qui interpelle un petit peu parce que Oui, on sait Tépuis, même c'est pas quoi? comment le prononcer. Voilà, oui, c'est ça, je t'avoue que J'avais là, googlé sur Tépuis, internet pour la prononciation.
Ouais. Ah ouais, moi je sais même pas si je le prononce comme il faut. Moi je le prononce phonétiquement, Tépuy, Mmh. et alors la genèse de cette histoire, c'est très simple. C'est, j'ai commencé à écrire Ars Obscura vers, 2015, un truc comme ça, Mmh. D'accord. et j'ai tout de suite vu que ça allait être un truc énorme, une grosse série sur le long terme, et donc une fois que j'ai terminé complètement le premier jet, le squelette complet de l'histoire, c'était quand même déjà rien que ça, c'était un gros Mmh. truc, un gros travail. Et que ça allait me demander beaucoup de recherche, de documentation sur l'époque, parce qu'il faut savoir que j'ai écrit sur 4 romans, il y en a 3 qui ont un arrière-plan historique, Mmh. et donc on pourrait croire que je suis un passionné d'histoire et en fait pas du tout. L'histoire ça m'intéresse, mais j'y connais rien. Je Mmh. j'ai jamais vraiment étudié ça, et donc à chaque fois que je prends un background historique, c'est parce que ça parle à mon imaginaire, mais je connais Mmh. pas les détails. Donc je suis obligé de me documenter beaucoup, de lire beaucoup sur le sujet, et des fois ça prend du temps. Et c'est fatigant, c'est fastidieux, c'est pas la partie que je préfère. Et donc j'avais écrit Dominium Mundi, il a fallu que je me renseigne beaucoup sur l'époque des croisades, de la première. L'effet domino, il a fallu que je me renseigne énormément sur le début du XXe siècle à Paris, ce qu'était cette capitale complètement dingue. C'était la capitale du monde à l'époque, hein. Donc Mmh. c'était vraiment, c'est un personnage à part entière pour moi, Paris dans 1907. Dans l'effet domino, qu'est-ce que je raconte? Et donc ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Ars Obscura, je savais que ça allait m'en demander beaucoup, et ben, avant de vraiment commencer la rédaction, j'ai eu envie de faire une pause. J'avais besoin d'une respiration, j'avais besoin d'être juste dans l'écriture. J'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, d'une aventure sur un tépuis, et je me suis dit que j'allais l'écrire juste avant l'écriture d'Ars Obscura, pour me faire ma pause à moi, juste pour le plaisir, parce que là, comme c'est contemporain, pas besoin de rechercher de la doc. Bon, évidemment, ça a complètement foiré, puisqu'il a fallu que je recherche de la doc sur plein de trucs que je connais pas, comme le pilotage des avions, Oui. la recherche biologique, enfin bon, il y a plein de thèmes, spéléologie, moi j'ai jamais fait de spéléo, il y a toute une scène de spéléo, et comme j'aime pas raconter des bêtises, il a fallu que je me documente vachement. Elle est Au final, passionnante il a ta fallu que scène je me d'ailleurs. documente, et donc pour résumer le bouquin rapidement, heu moi, j'avais envie de raconter une histoire en mettant le lecteur dans la position, le personnage dans la position du lecteur. C'est-à-dire, commencer un peu comme on commence un jeu vidéo. Quand tu commences dans un jeu vidéo, ton personnage ne sait rien, en général. Mmh. Tu apprends en même temps que lui. Dans un roman, c'est pas le cas. Il a déjà son vécu, il faut que tu Mmh. expliques qui il est, soit Oui. ses souvenirs, son ressenti, et cetera, sa personnalité. Et ben, moi, j'avais envie de raconter une histoire du point de vue d'un personnage complètement amnésique. L'histoire commence. Une jeune femme se réveille, elle ne sait pas qui elle est, Mmh. pourquoi elle est là, ni même où elle est. Elle ne sait rien, elle a tout oublié. Et donc, ce qu'elle va découvrir, bah, le lecteur va le découvrir en même temps qu'elle. Ils sont sur un pied d'égalité. Voilà, je trouvais ça marrant de partir sur ce système-là. Évidemment, au cours de roman, elle finit par retrouver petit à petit la mémoire, c'est assez long quand même. Mais du coup, il y a quand même un long passage de survival pur et dur. Heu, Autre sujet sur lequel il a fallu que je me documente, le survival. Je sais pas comment on survit dans la forêt, amazonienne, et donc après l'histoire, c'est, moi je dis souvent que c'est un peu comme un film d'action des années 90. C'est que c'est vraiment, on Ouais. est dans l'action pure et dure. Il y a Voilà, un rythme à la ça s'arrête McTiernan, hein, jamais. clairement, hein. Mmh. Ah beh, totalement, c'est vraiment, c'est assumé. Le but, c'était de faire un truc, pour le plaisir de vraiment le page turner, ce qu'on appelle le page turner, c'est pour le plaisir d'être tout le temps dans le pas forcément l'action physique, mais la découverte, les rebondissements, voilà, et donc c'est un petit livre pour moi puisqu'il fait, 700 000 signes de mémoire, Ouais, c'est là 420 où pages, l'effet ça va. voilà, là où l'effet domino, par exemple, faisait déjà 1 100 000, et Dominium Mmh. Mundi 2,7 millions de signes. Tu vois, 700 000 signes, pour moi, c'est un petit Oui, livre, oui. et et donc le but, c'était vraiment ça, quoi, c'était de s'amuser, quoi, voilà, et donc après résumer ce livre, c'est quasiment impossible parce que tu es obligé Ah, de ça spoiler tout spoil. de suite. Ouais, clairement. Mmh. Tu es C'est obligé de spoiler. 420 pages, je dirais que c'est à peu près à la moitié que l'héroïne commence vraiment à on commence vraiment à avoir tous ses souvenirs qui se mettent en boîte parce qu'il y a une intrigue en parallèle avec. Donc le privé qui enquête sur une disparition d'avion, Oui, j'en fallait dirai dire pas beaucoup rapidement. plus. Ouais, voilà, j'en dirai pas beaucoup plus et puis on comprend petit à petit tous les enjeux de sa présence sur ce alors, la prononciation que j'avais entendue, c'était Tepui, tout simplement. Oui, ça, Voilà, je suis pas compétent. oui, Donc non, pour mais expliquer aux gens ce que c'est qu'un tépuis, c'est, une ouais, formation mais géologique ouais, propre
au Venezuela, à la partie de la forêt amazonienne qui est au Venezuela, et c'est unique sur Terre. Enfin, il y en a d'autres ailleurs, mais pas dans ces proportions-là. Donc c'est des hauts plateaux, c'est des formations calcaires, on ignore un peu comment ça s'est formé. C'est ce qu'on appelle des hauts plateaux tabulaires. Donc en gros, c'est des tables. Voilà. Donc c'est vraiment un plateau, c'est plat à la surface, et sur les côtés, c'est des falaises parfaitement verticales, qui font, pour les plus hautes d'entre elles, 1 kilomètre de haut. Voilà, il faut se représenter ce que c'est, une falaise à pic d'1 kilomètre de haut. Et ça entoure complètement le plateau. Donc c'est des lieux complètement inaccessibles. Et donc on considère en général que les biotopes qui sont au sommet des tépuis sont totalement différents de ceux qui sont dans la forêt amazonienne qui les entoure, Complètement. parce qu'ils sont totalement séparés. En gros, il n'y a que C'est les oiseaux qui peuvent faire des allers-retours. C'est pas les mêmes espèces. Il y a des espèces endémiques qui sont propres au sommet des tépuis. Et certains sont de taille normale, et certains sont gigantesques, hein. Il y en a qui font 50 kilomètres de long. Donc c'est vraiment des mondes à part entière. Et donc le plus connu d'entre eux, le Roraima, c'est là-dessus qu'avait situé Conan Doyle son Le monde livre perdu. Le Monde perdu, Perdu, le oui. Tout à célèbre fait. Monde perdu, donc les dinosaures qui ont survécu jusqu'à nos jours, parce que justement c'est isolé. Et donc c'était pas invraisemblable, c'était plausible, disons, quoi, que des dinosaures aient survécu isolés du monde sur ces hauts plateaux gigantesques. Mmh. Et donc moi ça m'amusait d'imaginer que quelqu'un, sans souvenir, se réveille au beau milieu d'un tépuis sans savoir ce qu'il fait là et sans pouvoir en partir. Parce que tu redescends pas d'un tépuis si t'as pas l'équipement nécessaire. Ah oui, oui, c'est mieux avec un petit hélico, hein, par exemple, hein. On dit ça, on dit rien. Voilà. Donc je vous mettrai en insert, hein, l'image d'un tépouille pour que vous compreniez vraiment de quoi on parle. Alors moi, je dirais que pour résumer le bouquin, parce que je te dis, celui-là, c'était un des premiers bouquins que j'ai lu après Covid, donc, et ça se lit super vite. C'est un rythme vraiment Oui, c'est fait pour. effréné. Ouais, c'est vraiment Ouais. effréné. Il faut imaginer ça comme un croisement. Alors moi, c'est comme ça que que je me le suis auto-défini quand j'ai eu fini la lecture. Espèce de croisement entre Uncharted et du X-Files. Voilà. C'est pas mal trouvé. Mhm. C'est pas mal trouvé. C'est l'auteur, pour ceux qui aiment les thrillers d'aventure, l'auteur le plus proche, c'est pas que je me compare à lui, mais c'est le même registre, c'est Michael Crichton. Voilà, Oui. donc le fameux Michael Crichton, c'est voilà, c'est ce genre de livre, il aurait pu l'écrire. On est vraiment dans ce style de Mm. littérature. Donc efficace. Enfin, si vous cherchez quelque Oui. chose, moi je sais que j'en Et juste reparlerai dans. pour Oui, que ce soit clair pour les gens, parce que parfois il y Mm. a un peu de confusion, c'est un thriller, mais qui a une composante assez forte de science-fiction quand même, il faut le préciser. Oui, oui. Voilà. Il y a un pitch, on va dire, à un moment donné. T'as ton prochain roman qui arrive là, donc tu nous as teasé au début, Ars Obscura. Là aussi, est-ce qu'on pourrait avoir un petit pitch? Alors, ouais, je vais essayer de pas trop foirer. Ça se passe donc c'est une uchronie napoléonienne. Mhm. Avant de le résumer, tiens, je vais te le pitcher. Donc l'idée, c'est quoi? C'est Napoléon conquiert le monde avec l'aide d'un sorcier. Donc de la Ok. vraie magie, de la vraie Tout, sorcellerie. tout va bien. Assumée, premier degré. Pas un truc subtil, poétique. Non, non, de la magie. Bon. Donc ça se passe en 1815. Napoléon a conquis l'Europe comme il l'a fait en réalité, Mhm. mais il s'est forgé un empire encore plus vaste que celui qu'on a connu, grâce au pouvoir d'un sorcier qui s'appelle Elégast. Nul ne sait rien d'Elégast. On ne sait pas qui il est vraiment, on ne sait pas d'où il vient. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le seul qui soit capable de pratiquer l'art obscur, Ars Obscura, une forme de magie noire aussi puissante que terrifiante. Donc la France de cette époque-là est une énorme puissance militaire et économique, en apparence un géant, mais elle est minée de l'intérieur par des troubles surnaturels qui terrifient la population, qui sèment le chaos, qu'on appelle des résurgences. Ou le commun des mortels appelle ça des bulles noires. Résurgence, c'est le terme scientifique. Donc c'est des manifestations surnaturelles extrêmement violentes, un peu comme des hémisphères d'ombre qui font plusieurs dizaines de mètres de diamètre, qui se matérialisent comme ça spontanément et qui engloutissent les gens là où ils se trouvent. Et donc déjà, ça fait des victimes. Mm. Et en plus, des monstres terrifiants en surgissent. Il y a des hordes de créatures noires et blasphématoires, dirait Lovecraft, qui en sortent et qui sèment la Indicible. terreur dans les campagnes. Voilà, indicible. Et donc ça, c'est pour l'arrière-plan.
c'est une histoire, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un récit choral. C'est-à-dire que c'est une histoire qui met en place beaucoup de personnages qu'on va Mmh. suivre les uns après les autres. Un peu le modèle que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Game of Thrones. Voilà. Mmh. Donc c'est ce style de récit où on découvre l'histoire à travers le regard de plein de personnages Ouais, qui les Phares pauvres, ouais. parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres et parfois sont amenés à se croiser. Et bon, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce genre de récit. Donc je vais pas tous les évoquer, ce serait interminable. Je vais juste je peux juste vous présenter les deux principaux, en tout cas au début. On a d'un côté, on a Ludwig. Ludwig, c'est un mercenaire qui a, alors c'est pas très original, qui a tout oublié de son passé. Alors pas autant que l'héroïne de Tépuy, parce qu'elle, elle se souvient absolument de rien. Ouais, Lui, ouais. il a oublié son enfance. Et, mais par contre, au moment où l'histoire commence, bon, bah, ça fait une vingtaine d'années qu'il vit sa vie et qu'il a ses souvenirs normaux. Mais il a oublié son passé lointain. Voilà, il sait plus du tout. C'est vraiment, il connaît pas du tout son passé. Et donc c'est un mercenaire un peu, il est difficile à décrire, un peu mutique. Voilà, il est un peu isolé, un peu solitaire. Voilà. Et il s'est spécialisé dans la traque des résurgions. Donc ces monstres qui sortent, qui sont rejetés par les résurgences, par les bulles noires. Il y a des gens qui sont spécialisés dans leur traque, et lui, il en fait partie. Mais pas que, il a aussi d'autres occupations qu'on découvre petit à petit. Et au fil du récit, il va être amené à croiser la route d'une jeune femme qui s'appelle Etlinde. Alors Etlinde, c'est un prénom typique de l'époque, hein, de l'époque post-révolutionnaire. On a beaucoup de nouveaux Mmh. prénoms qui ont émergé et qui parfois sont très beaux d'ailleurs. Et donc il croise la route d'une jeune femme qui s'appelle Etlinde, qui est une sorte de naturaliste. Ce qu'on appelait les naturalistes à l'époque, c'est les scientifiques un peu touche-à-tout, qui connaissent beaucoup de sujets, euh, qui savent un peu tout sur tout, bref. Un peu façon la Pérouse, Et ouais. exactement, ouais. Et donc c'est une étrange naturaliste qui est, accessoirement, qui vit un peu comme un brigand puisqu'elle est traquée par toutes les polices de l'Empire. Donc elle vit en marge de la société. On ne sait pas pourquoi elle est traquée, comme ça. On l'apprend évidemment petit à petit, mais au début, on ne le sait pas. Et à un moment donné, leurs routes vont se croiser, vont être amenées à coopérer, par la force des choses. Et rapidement, Etlinde va se rendre compte, va constater l'impossible. Ludwig, lui aussi, sait faire appel à l'art obscur. Voilà. Alors Mmh. qu'en théorie, seul le sorcier en est capable. On n'a jamais vu un autre être humain capable de le faire, et d'ailleurs, c'est interdit. Il y a une loi qui dit nul autre qu'Elégast n'est autorisé à pratiquer l'art obscur, sous peine de mort, hein, soyons clairs. Mais de toute façon, personne d'autre ne sait le faire. Et rapidement, elle se rend compte que lui, bizarrement, il est capable de le faire. Alors, pas de la même manière, pas avec la même puissance, mais ça la stupéfie, elle se rend compte de ça. Et donc rapidement, on comprend qu'ils ont pas des intérêts communs, mais une façon de vivre commune. Ils poursuivent des buts qui sont assez proches, et donc ils vont s'associer et, et unir leurs efforts d'une certaine manière pour essayer de comprendre qui est Radagast réellement, d'où il vient, qu'est-ce que l'art obscur exactement. Donc ça, Mmh. là, c'est juste les deux personnages qu'on voit le plus au début, mais il y a toute une autre galerie de, de- d'autres personnages que je peux pas vous résumer, ce serait trop long. Mmh. Je peux vous faire une sorte d'inventaire à la Prévert. Il y a beaucoup d'espions. À l'époque, cette époque, c'est une époque qui est gangrénée par l'espionnage dans tous les sens. Donc beaucoup d'espions à la solde de l'étranger. Euh, on a une antique confrérie de mages, tout à fait mystérieuse, elle aussi, qui a l'air de remonter à plus d'un millénaire. On a d'étranges entités ésotériques, pas que des monstres, hein. Il y a aussi des créatures un peu étranges sur lesquelles on ne sait rien au début. Mmh. On a évidemment une conspiration, sinon c'est pas drôle, donc des officiers haut placés dans l'Empire qui préparent une conspiration contre l'empereur, mais on ne sait pas exactement pourquoi au début. Euh, on voit beaucoup de choses du côté russe aussi, puisqu'il y a, contre Napoléon, il y a eu plusieurs coalitions de l'étranger. Tous les pays s'assemblaient pour essayer de lutter contre la puissance de Napoléon. Alors là, comme elle est encore plus grande, bah, ils essaient Mmh. de lutter encore plus désespérément. Et donc on voit beaucoup de choses du côté des Russes.
Alors j'ai commencé à écrire ça avant que Poutine s'énerve et essaye de reconquérir une partie de l'Europe, mais c'est tristement d'actualité malheureusement. Ouais. Et notamment chez ces Russes, on suit une espèce de secte étrange, adorateur d'un dieu sanguinaire. Voilà, j'en dis pas plus, mais donc c'est très, voilà, c'est très touffu. Il se passe beaucoup de choses. Et Comme évidemment, tous ces personnages sont amenés à se croiser, à interagir les uns avec les autres. Certains, comme je dis souvent, certains pour comment dire, empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, et d'autres, au contraire, pour l'y plonger. Voilà. Comme une grosse tapisserie, quoi, en fait, avec plusieurs fils qui se croisent au fur et à mesure, quoi. Oui, bah, Game of Thrones, c'est la meilleure comparaison. Ça n'a aucun rapport avec Game of Thrones. C'est pas du tout la même histoire, ni la même façon Non, mais d'écrire, etc. c'est une façon de raconter les histoires. Hein. Voilà, c'est ce type de narration où tu as une galerie de personnages, tu passes de l'un à l'autre en fonction de l'actualité, si j'ose dire, de chacun, des uns et des autres. C'est vraiment ce style de récit-là. Et donc, c'est prévu en 4 tomes. Ouais. Le premier s'appelle Sorcier d'Empire, qui est le poste créé spécialement pour Elégast. Il y a un sorcier d'Empire, c'est Elégast. Parce qu'à l'époque, il y avait des généraux d'Empire, hein, donc, ou des maréchaux d'Empire. Donc maintenant, il y a un sorcier d'Empire. Et l'idée, c'est de ne pas faire attendre les gens trop longtemps entre chaque tome. Donc, en principe, ils vont sortir à 6 mois d'intervalle. Donc, le premier sort en mars, là, 15 mars. Le deuxième sortira, si tout va bien, en septembre prochain. Le troisième, à nouveau en mars 2024, et ainsi de suite. Donc, on rappelle que ça sort chez De Noël Lune d'encre, cette fois-ci. Exactement. Bah, écoute, en tout cas, ça donne bien envie. Enfin, surtout, je sais pas, je vais pas dire surtout parce que ce serait un peu très prétentieux même. Mais c'est vrai que quand on est rôliste, bah, ça donne très envie parce qu'on voit aussi un pitch pareil, c'est sûr que nous, ça nous fait frétiller d'avance. Ouais, clairement. On voit tout de suite comment on va adapter ça. Mais déjà, tes pouilles, de toute façon, moi j'en reparlerai de toute façon sur la chaîne dans une œuvre, un jeu, hein, pour voir comment on peut décortiquer ce petit machin. Je veux dire, ça va à 420 pages en termes de jeu de rôle. Donc, ouais, Ars Obscura, ça donne très envie. Je pense qu'on a quand même pas mal balayé un petit peu toutes tes activités et tes positions. Donc, avant qu'on clôture cet entretien, on te remercie à nouveau. Savoir déjà, savoir en fait tout simplement quels sont les futurs projets, parce qu'on se doute que Ars Obscura, c'est quelque chose que tu as déjà finalisé dans l'écriture ou il y a encore des choses à faire dessus? Alors, j'ai finalisé les 2 premiers tomes. Le troisième, je suis en train de le terminer. Il me reste encore quelques mois d'écriture, mais ça devrait se terminer rapidement. Et le temps que les 3 premiers sortent, j'aurai normalement terminé, si tout se passe bien, le 4e. Ça a été conçu, j'ai conçu le timing de cette manière-là, parce que j'avais pas envie, comme c'est des romans qui peuvent paraître compliqués parce qu'il y a beaucoup de personnages, si tu attends 1 ou 2 ans entre chaque tome, tu as tout oublié, quoi. Donc là, avec 6 mois, normalement, ça reste encore assez frais dans la mémoire. C'est pas comme les vents d'hiver, quoi. C'est quoi les vents d'hiver? Je connais pas. The Winds of Winter, c'est le prochain tome de Song of Ice and Fire de Ah George oui, Martin. pardon. Oui. On a un jour peut-être. Voilà. Oui. Voilà, non, je vais essayer de prendre un peu moins de temps quand même. Et donc là, moi, il me faut à peu près 1 an et demi pour écrire un tome d'1 million de signes. Donc là, pour le prochain bouquin, c'est le tome 4 d'Ars Obscura. Le prochain illustré, je l'ai déjà annoncé, c'est Le Cauchemar d'Innsmouth. Oui. Voilà, et comme j'ai envie de bien le soigner, celui-là, parce que c'est quand même une nouvelle importante, je vais pas le sortir cette année, je vais prendre mon temps pour le faire. Donc il sortira normalement en 2024, vraisemblablement en octobre. C'est toujours en octobre que je sors les illustrés. Donc ça, c'est ce qui va m'occuper jusque fin 2024, que ce soit en écriture ou en illustration. Pour après, c'est encore un peu lointain pour en parler. Vraisemblablement, je vais tenter, ça peut changer d'ici là, mais je pense que je vais tenter de faire un livre illustré sur le même modèle que ce que je fais pour Lovecraft, mais sur une histoire que j'écrirai cette fois. D'accord. Je vais essayer de mélanger les deux, en gros, mes 2 activités, d'écrivain et d'illustrateur. Je vais essayer de mélanger ça. J'ai déjà un embryon d'histoire. Je vais pas en parler là, c'est trop tôt, mais honnêtement, c'est dans tellement longtemps que si ça se trouve, dans 1 an et demi, je serai passé à autre chose. Mais c'est ce que j'ai en tête pour l'instant, en tout cas.
Puis je crois en plus pour suivre ton actualité sur les réseaux sociaux, je crois qu'en plus tu exposes aussi dans les galeries ton travail, si je dis pas de bêtises. Non, pas vraiment, non. Il y a Non, une galerie à Paris qui s'appelle la French oui, Paper Gallery, oui, qui est une galerie qui expose des affiches et qui en vend, surtout oui, sur internet. on mettra le Et lien du coup dans la description. voilà, c'est une galerie, pop culture en gros, hein, qui fait Mmh. le rock, le cinéma, bon, la musique et donc qui vend, tous les tirages, toutes les affiches tirées de mes Mmh. Lovecraft et qui parfois, en fait des expos. Mmh. C'est Mais pour ça. c'est pas un lieu d'expo à proprement parler sur mes œuvres. D'accord. Ça arrive OK. que ce soit le Oui. cas. Et d'ailleurs là, c'est là-bas qu'on va faire le lancement du livre qui en gros, on va faire une journée de rencontres et de dédicaces à la French Paper Gallery, à Paris, D'accord. près de République, et ce sera le samedi 11 mars, si je me trompe pas sur la date. Mmh. OK. Donc, au moment où on enregistre, c'est dans une semaine. Voilà, donc le moment où ce sera diffusé, ce sera déjà passé. A priori. Voilà. Pardon. Non, mais voilà, si tout va bien, Mais on il y aura d'autres devrait diffuser dédicaces le après. 15. Je sais pas quand tu vas Mmh. diffuser, mais je vais faire pas mal de dédicaces dans les semaines qui viennent. Donc, tout ça, toutes ces dates sont trouvables sur mes réseaux sociaux, très Ce que facilement. j'allais dire, on mettra de toute façon les liens donc vers, tous tes sites et tes réseaux Mmh. sociaux Oui, dans la description. J'en profite aussi, parce qu'on n'est pas loin de la fin de l'entretien, un petit coucou spécifique et spécial aux amis de l'association Miskatonic, qui sont du côté de Verdun, parce que c'est des passionnés de Lovecraft, ils sont à fond sur le travail, et je sais qu'ils ont déjà parlé régulièrement de tes œuvres, hein, de Cthulhu oui, illustré. oui, je crois que je les Voilà, suis sur, Twitter. Ouais. bah oui. Donc voilà, c'est une petite dédicace spéciale, gratuite, et puis ça fait du bien aussi, de temps en temps. Donc bah écoute, on se dirige tout doucement Ah. vers la fin. Mmh. Écoute, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que le prochain Ars Obscura cartonne comme il se doit. Mmh. Mais j'y Et compte bien. surtout, oh, moi, ce que je souhaite aussi, c'est que ce roman-là trouve son vrai succès parce que on en a parlé très rapidement, mais il est sorti en plein Covid, donc tous les bouquins qui sont sortis à cette époque-là, on va pas se cacher que ça a été compliqué pour leur vie en tant Au qu'objet et final, puis il de a bien vente. marché. Ouais, Mais tant mieux. il aurait certainement pu trouver un public plus large si les Ouais, librairies avaient été ouvertes quand il est sorti. à ce Mmh. moment-là, ouais, C'est aussi simple exactement. que ça. Voilà, Ouais. donc c'est vrai que vous avez la version poche qui se trouve beaucoup plus, qui se trouve facilement en fait, voilà, tout simplement. Mmh. Oh bah oui, ça Heu, n'importe où. voilà. Donc du coup, Antoine, je vais te laisser le petit mot qui nous effraie tant, hein, Ah bah il est oui, pour c'est toi. ça, merci, c'est gentil. Du coup Ouais, là, en toujours. tout cas, oui, ce qu'on appelle le mot de la fin et oui, en tout cas, François, merci beaucoup Ouais. d'avoir Bah, été de là, rien. d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir, vraiment. Mmh. Sacrée carrière, impressionnant, franchement, waouh, Bah, je t'en prie, je t'en prie. Toujours un voilà. plaisir de répondre aux questions à des gens, passionnés. Ah, merci. Bon, en tout cas, merci Fred aussi d'avoir été là, hein. Écoute, oui, hein, avec Ah bah, pas plaisir, mal, hein. hein, voilà. Et puis, eh bien voilà, donc pour, cette vidéo sera diffusée donc très prochainement, vous inquiétez pas. Donc en description, on va vous mettre tous les liens dont on a parlé dans cet Mmh. entretien. On va rajouter plein de petites choses, ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez accès à tous les liens vers les différents, Les éditeurs, les éditeurs, tout les ça. pages, et cetera, tout ce qu'il faut. Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le poster, hein, en commentaire, on y répondra, on transférera également, hein, à S'il y a François, besoin. s'il y a besoin, voilà. En tout cas, merci d'avoir été là et puis on vous dit à une prochaine. Allez, ciao tout le monde! Salut!